Le millionnaire croyait que plus rien ne le surprendrait en ce lieu. Mais 3 couplets surgissent entre les pierres tombales, en pleurant. Avec les yeux identiques aux siens, elles disent « c'était notre maman ». Et le passé qu'il a enterré ressurgit pour réclamer son dû. Que pensez-vous qu'il va arriver dans cette histoire? Commentez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. La fine pluie de mai tombait sur le cimetière du Père-Lachaise, sur la rive gauche de Paris, transformant l'asphalte en miroir et les pierres tombales en monuments encore plus sombres sous ce ciel gris et lourd qui semblait annoncer plus qu'une simple après-midi pluvieuse. Marcel Dubois observait tout de cette distance de sécurité qu'il maintenait toujours entre lui et le monde, comme si un mur invisible le séparait de toutes les autres personnes. Ses yeux marrons, profonds et fatigués parcouraient le petit groupe de personnes qui s'agglutinaient autour du caveau de la famille Fournier. Peu de gens étaient venus à l'enterrement. Peut-être une douzaine d'âmes tout au plus, toutes avec des parapluies noirs et des expressions formelles de chagrin. Lui-même n'était là que par pure formalité, par respect pour une mémoire qui ne portait plus le poids d'antan. Béatrice Fournier, son ex-femme, était partie de manière inattendue 3 mois plus tôt, dans des circonstances qu'il préférait ne pas revisiter trop souvent. L'accident avait été brièvement rapporté dans les journaux de la ville, mais Marcel n'avait rien lu au-delà de l'essentiel, juste assez pour savoir où et quand aurait lieu l'enterrement. Après tout, ils n'étaient plus rien l'un pour l'autre depuis des années. 7 ans, pour être plus précis, ou du moins, c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce moment. Le costume italien à la coupe impeccable protégeait son corps mince de la bruine fine, mais ne parvenait pas à le protéger de cette sensation de malaise qui l'accompagnait depuis qu'il avait reçu l'appel formel de l'avocat de la famille Fournier l'informant de la cérémonie. Il ne savait pas vraiment pourquoi il était venu en réalité, peut-être pour ce qu'ils avaient été de nombreuses années auparavant, peut-être pour le souvenir lointain d'une époque où Béatrice souriait sincèrement en le voyant rentrer à la maison en fin de journée, quand elle l'attendait encore sur le balcon avec un livre à la main et un baiser de bienvenue sur les lèvres. Avant que le travail ne consume chaque minute de ses jours et de ses nuits comme un monstre insatiable. Avant que le mariage ne devienne qu'un arrangement silencieux et froid de 2 personnes vivant sous le même toit sans se toucher, sans se regarder, sans se soucier véritablement l'une de l'autre. Avant qu'il ne se transforme en une machine efficace à gagner de l'argent et qu'il oublie complètement d'être humain. Marcel avait 46 ans et une fortune bâtie brique par brique, affaire par affaire, fusion stratégique par fusion stratégique, au fil de plus de 2 décennies de travail acharné et de dévouement obsessionnel. Il était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, Dubois Construction, responsable de l'érection d'imposants gratte-ciel qui déchiraient l'horizon parisien comme des doigts, de béton et de verre pointant ambitieusement vers le ciel. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines spécialisés en affaires, sur les listes prestigieuses d'entrepreneurs à succès, lors de dîners de charité élégants où il souriait mécaniquement pour des photos aux côtés de politiciens influents et de célébrités qui feignaient d'être ses amis, tout en calculant mentalement combien il pourrait gagner de cette proximité stratégique. Mais à la maison, en lui-même, Marcel Dubois était un véritable désert émotionnel, silencieux, vide, froid comme le marbre gris qui recouvrait maintenant la tombe de Béatrice sous ses yeux. Le mariage avec elle s'était officiellement terminé 7 ans plus tôt, quand elle avait simplement quitté la maison en n'emportant que 2 valises de vêtements et la dignité qui lui restait encore après des années à essayer de sauver quelque chose qui était déjà mort. Il n'y eut pas de dispute explosive, pas de cris désespérés, pas d'assiettes coûteuses brisées, ni de portes claquées avec colère. Elle l'avait juste regardé une dernière fois, debout dans le large couloir de cet immense et impersonnel appartement en attique sur l'avenue des Champs-Élysées, entouré de tableaux coûteux d'artistes célèbres et de meubles design sophistiqués qui n'apportaient jamais aucun véritable confort, et avait dit d'une voix sereine et infiniment triste qu'elle ne le reconnaissait plus comme l'homme qu'elle avait connu, que l'homme qu'elle avait épousé 17 ans plus tôt, ce jeune homme plein de rêves romantiques et de plans optimistes qui parlait passionnément de construire non seulement des bâtiments imposants, mais aussi une famille heureuse et unie, était mort quelque part, perdu au milieu de tant de réunions interminables et de contrats compliqués.
Marcel n'avait pas répondu en ce jour dévastateur. Il l'avait laissé partir en silence parce que, au fond de son cœur, lui non plus ne se reconnaissait plus quand il se regardait dans le miroir le matin. Il ne voyait qu'un étranger bien habillé et financièrement prospère qui ne savait plus sourire vraiment ni ressentir de joie sincère. Depuis lors, il avait vécu complètement seul. L'appartement en attique de 400 mètres carrés, avec une vue panoramique époustouflante sur la ville gigantesque qu'il avait activement contribué à construire, n'était occupé que par lui et par la gouvernante, Madame Cécile, une gentille dame de 60 ans qui venait religieusement 3 fois par semaine pour s'assurer que tout était toujours en ordre parfait, impeccable, comme un musée froid et sans vie. Marcel se réveillait invariablement à 5 heures du matin tous les jours, prenait son café seul à l'immense table de salle à manger qui pourrait confortablement accueillir 12 personnes, mais ne servait qu'à lui et à ses interminables rapports financiers, se rendait à son bureau luxueux à la Défense et passait la journée entière complètement immergé dans des tableurs complexes, des réunions stratégiques et des décisions importantes qui brassaient des millions d'euros, mais ne touchaient en rien son cœur. Il rentrait tard à la maison, toujours trop tard, quand la ville dormait déjà sous le manteau de la nuit. Il dînait d'un plat rapide et sans saveur préparé par Madame Cécile et laissé soigneusement au réfrigérateur, généralement sans même prendre la peine de s'asseoir à table, mangeant debout, tout en lisant compulsivement ses emails de travail sur son téléphone. Il dormait peu d'heures, toujours mal, toujours avec des cauchemars vagues, toujours avec cette sensation inconfortable d'avoir oublié de faire quelque chose d'extrêmement important, mais sans jamais réussir à se souvenir exactement de quoi. Les week-ends solitaires, il révisait méticuleusement des contrats ou visitait des chantiers en construction disséminés dans la ville, marchant seul entre d'énormes piliers de béton et de lourdes poutres d'acier, comme quelqu'un qui visite le seul foyer qui avait encore un sens pour lui. Il n'avait pas de vrais amis proches, seulement des contacts professionnels superficiels. Il n'avait pas de passe-temps relaxant, à part travailler sans relâche. Il n'avait pas de vie réelle au-delà des chiffres froids qui grimpaient constamment sur ses multiples comptes bancaires, sans jamais apporter la satisfaction profonde qu'il espérait naïvement ressentir. Et maintenant, il était là, debout, complètement immobile sous la fine pluie qui commençait à tomber plus fort, regardant le cercueil sombre de Béatrice être lentement descendu dans le caveau de marbre gris qui appartenait à sa famille depuis plusieurs générations. Le prêtre, un homme âgé et courbé en soutane noire usée, murmurait des prières solennelles en latin que Marcel ne suivait pas et ne faisait aucun effort pour comprendre. Quelques personnes pleuraient doucement alentour, essuyant des larmes sincères, avec des mouchoirs en papier déjà complètement trempés. Il reconnut 2 cousines éloignées de Béatrice, des femmes qu'il avait rencontrées quelquefois lors de mariages festifs et d'anniversaires de famille joyeux, auxquels elle le traînait souvent contre sa volonté expresse. Il y avait aussi un couple de vieux voisins sympathiques, du temps où ils vivaient dans une maison bien plus petite et plus simple, avant que Marcel ne décide arbitrairement qu'ils avaient besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, de plus imposant et d'impressionnant, plus adapté à son nouveau statut social élevé. Personne ne s'approcha de lui pendant toute la cérémonie. Personne ne lui adressa la parole au-delà d'une salutation extrêmement formelle et distante à son arrivée. Marcel était une figure naturellement intimidante, même dans des moments délicats comme celui-ci, peut-être surtout dans des moments vulnérables comme celui-ci. Sa posture droite et militaire, son visage complètement impassible, qui semblait sculpté dans la pierre froide, ses yeux vides qui semblaient calculer automatiquement la valeur de chaque seconde perdue là, alors qu'il aurait pu être en train de conclure productivement des affaires lucratives ou de réviser des projets importants. Quand la cérémonie se termina enfin et que les dernières paroles tristes du prêtre se perdirent dans l'air humide et lourd de l'après-midi pluvieux, les gens commencèrent lentement à se disperser en silence. Les parapluies noirs s'ouvrirent comme des champignons sombres et les silhouettes endeuillées disparurent progressivement entre les allées sinueuses du cimetière, chacune retournant à sa propre vie, à ses routines quotidiennes, à ses propres problèmes particuliers. Marcel attendit patiemment que tout le monde soit parti avant de faire son propre adieu silencieux et personnel. Il s'approcha enfin du caveau à pas lents, les semelles de ses chaussures italiennes coûteuses s'enfonçant légèrement dans la terre mouillée et glissante, et observa attentivement la plaque de bronze
avec le nom de Béatrice, soigneusement gravé en élégantes lettres dorées qui brillaient discrètement, même sous le ciel gris et sans soleil. Béatrice Fournier-Dubois. Elle n'avait jamais enlevé son nom de famille, même après le divorce douloureux. Il n'a jamais vraiment su pourquoi et n'a jamais eu le courage ou l'intérêt de demander. Maintenant, il était définitivement trop tard pour demander quoi que ce soit. Marcel sentit une pointe étrange et inattendue dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement une tristesse profonde, pas de ce genre déchirant et dévastateur qu'il avait vu dans des films dramatiques ou lu dans des livres émouvants. C'était quelque chose de plus proche et de plus subtil, du regret amer peut-être, ou la prise de conscience tardive et douloureuse qu'il avait complètement gaspillé quelque chose de précieux et d'important sans jamais s'en rendre compte tant qu'il en était encore temps. Comme un homme qui jette nonchalamment un diamant rare en pensant que ce n'est que du verre ordinaire et ne réalise sa terrible erreur que lorsqu'il est trop tard pour le récupérer. Béatrice avait été une bonne femme, il le savait au fond de lui. Une épouse dévouée et patiente dans les premières années heureuses. Une compagne loyale qui avait essayé de toutes ses forces, vraiment essayé, de faire fonctionner leur mariage même quand il n'était plus vraiment présent, ni physiquement ni émotionnellement. Et comment l'avait-il généreusement récompensé pour tout ce dévouement? Par une absence constante, par une indifférence glaciale, par la froideur calculée de celui qui traite une personne comme un autre élément trivial sur une liste interminable de tâches à accomplir mécaniquement. Il était sur le point de se retourner définitivement et de partir, de retourner à sa voiture de luxe et à sa vie vide et sans sens, quand il entendit un bruit étrange, un doux bruissement de pas légers et prudents sur l'herbe mouillée et glissante, de petits pas hésitants, clairement enfantins. Marcel tourna automatiquement la tête en direction du son et sentit le monde s'arrêter littéralement autour de lui, comme si le temps s'était figé. Il sentit son cœur faire un bond violent et étrange dans sa poitrine, comme s'il avait maladroitement raté un battement. 3 petites filles absolument identiques marchaient lentement dans sa direction, émergeant comme des fantômes de derrière une rangée de vieilles pierres tombales couvertes de mousse verte et inclinées par le temps. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 6 ou 7 ans, trop petites et trop minces pour leur âge apparent. Elles portaient des vêtements extrêmement simples et visiblement usés par le temps et l'usage évident, des robes en coton délavé qui avaient dû être rose clair mais qui étaient maintenant d'un ton indéfini et triste, entre le beige sale et le gris éteint, de vieilles baskets usées avec des trous sur les côtés, des collants déchirés aux genoux maigres. Leurs cheveux, longs et sombres, lisses et lourds de pluie, étaient visiblement mal peignés, pleins de nœuds serrés et d'emmêlements douloureux comme s'ils n'avaient pas vu de peigne depuis des semaines, voire des mois. Elles étaient complètement trempées par la bruine qui se transformait maintenant en véritable pluie, tremblant légèrement non seulement de froid physique, mais de quelque chose de plus profond, une émotion intense que Marcel ne pouvait pas nommer immédiatement. Mais ce qui le paralysa complètement, ce qui fit que son cerveau s'éteignit simplement pendant quelques secondes éternelles, furent leurs yeux. Des yeux marrons profonds, en amande, intenses et perçants. Des yeux que Marcel connaissait extrêmement bien parce qu'il les voyait tous les jours dans le miroir en se rasant le matin. Des yeux qui étaient indiscutablement, effroyablement, impossiblement identiques aux siens dans les moindres détails. Les 3 s'arrêtèrent à quelques mètres de lui, formant une ligne parfaite et organisée comme de petits soldats effrayés se préparant courageusement à la bataille. Celle du milieu, qui semblait légèrement plus petite que les 2 autres, tenait fermement les mains de ses sœurs, ses petits doigts fragiles entrelacés avec une force désespérée, comme si ce contact physique était la seule chose qui les maintenait debout, les maintenait en sécurité et unis dans un monde qui n'avait clairement pas été tendre avec elles jusqu'à présent. Elles se regardèrent rapidement, échangeant des regards significatifs qui en disaient long dans un langage silencieux et profond que seules des sœurs qui ont traversé beaucoup de choses ensemble peuvent développer naturellement, puis celle de gauche, celle qui semblait être la plus courageuse, ou peut-être simplement la plus désespérée des 3, fit un pas décidé en avant. Marcel sentit son cœur s'emballer violemment dans sa poitrine comme un cheval effrayé galopant de manière incontrôlée. Il sentit ses mains devenir moites et tremblantes dans les poches profondes de son pantalon de costume.
La ressemblance physique entre lui et ses 3 enfants était tout simplement absurde, impossible à ignorer ou à nier, effrayante dans sa précision parfaite. C'était comme regarder directement 3 versions féminines et enfantines de lui-même. La forme ovale du visage, la ligne forte du menton, les sourcils naturellement épais, les yeux profonds et expressifs. Tout, absolument tout était identique de manière impossible. La fillette de devant ouvrit sa petite bouche et sa voix sortit tremblante, mais étonnamment ferme, portant ce courage désespéré que seuls les enfants qui ont été cruellement forcés de grandir trop vite peuvent développer. Cette femme-là, c'est notre mère. Les mots tombèrent sur Marcel comme un énorme seau d'eau glacée versé sur sa tête. Il cligna des yeux plusieurs fois rapidement, essayant désespérément de traiter ce qu'il venait d'entendre, essayant de forcer son cerveau abasourdi à fonctionner à nouveau normalement après l'immense choc. Il regarda confusément le caveau où reposait éternellement le cercueil de Béatrice, puis les 3 petites filles debout là, tremblant sous la pluie grandissante, puis de nouveau nerveusement le caveau. Son esprit, toujours si rapide et efficace pour calculer des scénarios complexes et prévoir des résultats probables dans des affaires compliquées, se bloqua complètement comme un vieil ordinateur recevant une commande impossible à exécuter. Comment ça? La voix de Marcel sortit rauque, étrange, comme si elle n'était pas vraiment la sienne. La fillette du milieu, la plus petite et la plus fragile, serra encore plus fort les mains de ses sœurs et compléta d'une voix si basse et tremblante qu'il eut à peine le temps de l'entendre par-dessus le son croissant de la pluie frappant les pierres tombales. Elle parlait tout le temps de vous. Elle nous a montré de vieilles photos. Elle disait qu'un jour, vous alliez apparaître, que vous alliez venir nous chercher et nous ramener à la maison. Marcel sentit ses jambes flageoler dangereusement sous lui. Il chercha désespérément appui sur une pierre tombale voisine, ses mains touchant la pierre froide et mouillée tandis que le monde tournait légèrement autour de lui comme un carrousel. Impossible. Cela devait être complètement impossible. Béatrice n'avait jamais mentionné de fille, n'avait jamais dit qu'elle était enceinte, n'avait jamais donné le moindre signe qu'elle portait non pas 1 mais 3 enfants. Comment pouvaient exister 3 petites filles identiques, là sous la pluie, prétendant être ses filles? Et pourquoi, mon Dieu, pourquoi lui ressemblaient-elles autant? Pourquoi avaient-elles exactement ses yeux caractéristiques, son nez, la forme de son visage? La 3e fillette, celle de droite qui semblait être la plus âgée, ou du moins la plus mature, fit un pas décidé et provocateur en avant. Il y avait quelque chose de différent en elle, quelque chose de plus dur, de plus blessé émotionnellement. Ses yeux portaient une intensité profonde qui ne correspondait pas à son jeune âge, une colère contenue qui semblait bouillir dangereusement juste sous la surface fragile. « Vous êtes notre père, n'est-ce pas ?» Sa voix sortit accusatrice, presque agressive. Elle a montré des photos de vous du mariage. Elle a raconté de vieilles histoires. On sait exactement qui vous êtes. Marcel sentit sa bouche devenir complètement sèche, comme s'il avait avalé du sable chaud. Il essaya de parler, de former des mots cohérents, de dire quelque chose d'un tant soit peu intelligent, mais aucun son ne put sortir. Sa gorge était complètement nouée, bloquée par une émotion écrasante qu'il ne pouvait nommer, car cela faisait si longtemps qu'il ne ressentait rien d'autre que de l'ambition froide et une profonde fatigue. Les filles restaient là, immobiles sous la pluie qui tombait maintenant à verse, attendant une réaction de sa part, une confirmation, une négation, n'importe quoi d'autre que ce silence abasourdi et pathétique. Finalement, après ce qui parut une éternité douloureuse, Marcel réussit à articuler quelques mots. « C'est impossible. Je n'ai pas de fille. Béatrice ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Elle n'a jamais rien mentionné de tout ça. Vous devez vous tromper. Vous devez m'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. » Même en parlant, il savait parfaitement à quel point ses paroles sonnaient ridicules et désespérées. Il n'y avait aucune confusion possible. La ressemblance était trop évidente, trop flagrante. « Elle ne vous l'a pas dit », l'interrompit la première fillette, celle qui semblait diriger le petit groupe, sa voix maintenant plus dure, plus pleine de ressentiment et d'amertume. « Elle a dit que vous étiez trop occupé, toujours trop, occupé avec le travail. Que vous ne voudriez pas savoir pour nous parce que le travail était plus important que tout. Que nous serions un problème, un fardeau, une chose de plus pour prendre votre temps précieux.
Les mots frappèrent Marcel comme des coups de couteau consécutifs et douloureux dans la poitrine. Trop occupé. Il se souvint des derniers mois de son mariage avec une clarté soudaine et douloureuse. Des semaines et des mois où il avait à peine dormi à la maison à cause de la fusion stratégique avec Almeida Construction. L'affaire de milliards qui avait triplé son patrimoine mais coûté ce qui restait de son mariage moribond. Des fois où Béatrice avait essayé de lui parler, essayé d'avoir une vraie conversation sérieuse, et il avait simplement levé la main avec impatience, demandant le silence parce qu'il était au téléphone pour conclure une affaire importante, ou parce qu'il révisait des contrats urgents qui ne pouvaient pas attendre, ou parce qu'il était trop fatigué pour des conversations après une journée épuisante. Combien de fois avait-elle essayé? Combien de fois l'avait-il complètement ignoré? Combien d'occasions avait-il manqué d'être vraiment présent, d'écouter vraiment ce qu'elle avait à dire? Vous habitez où? La voix de Marcel sortit faible, incertaine, si différente du ton ferme et autoritaire qu'il utilisait lors des réunions d'affaires importantes. Les trois fillettes se regardèrent à nouveau avec ce regard de communication silencieuse. Il y eut une hésitation claire et visible, une peur palpable de trop en révéler. « On habite par ici », répondit celle du milieu, ses yeux se détournant rapidement vers le sol mouillé. « Par ici où exactement ?» insista Marcel, faisant un pas prudent dans leur direction. « Juste par ici », répéta la même fillette, sa voix presque un murmure maintenant, ses doigts serrant encore plus fort les mains de ses sœurs. C'est alors que Marcel prêta vraiment attention aux détails qu'il avait ignorés dans le choc initial de cette rencontre impossible. Les vêtements des filles n'étaient pas seulement vieux et usés. Ils étaient véritablement sales avec des taches évidentes. Il y avait de grandes taches de boue séchées sur les robes, des marques sombres de saleté qui ne partirent pas juste avec la pluie. Les cheveux n'étaient pas seulement décoiffés, ils étaient vraiment emmêlés, pleins de nœuds si serrés qu'ils devaient probablement faire mal au toucher. Il y avait des égratignures récentes sur les bras maigres des filles, certaines encore rougeâtres et sensibles, d'autres formant déjà des croûtes, des taches de terre sombres sous les petits ongles. Les baskets avaient des trous sur les côtés et les semelles se décollaient dangereusement. Et surtout, quand il regarda vraiment profondément dans leurs yeux, il vit quelque chose qui lui retourna violemment l'estomac. Il y avait de la faim là, une faim profonde et désespérée qui allait bien au-delà d'un estomac vide. C'était une faim de sécurité, de protection, d'un vrai foyer. C'était le regard dévastateur d'enfants qui avaient appris trop tôt que le monde n'était pas un endroit bienveillant et qu'elles ne pouvaient se compter que les unes sur les autres. Il fit un autre pas prudent dans leur direction, se déplaçant lentement comme quelqu'un qui s'approche d'animaux sauvages effrayés, prêts à fuir au moindre mouvement brusque, et c'est exactement ce qui se produisit. Les trois fillettes reculèrent immédiatement en parfaite synchronie, leur corps se mouvant comme un seul organisme parfaitement programmé pour fuir le danger. Marcel s'arrêta immédiatement là où il était, levant les mains paumes ouvertes dans un geste universel de reddition, de paix, de « je ne vous veux aucun mal ». « Je ne vais pas vous faire de mal », dit-il, essayant de rendre sa voix douce, suave, réconfortante, tout ce qu'il n'avait pas l'habitude d'être. « Je veux juste comprendre ce qui se passe, je veux juste parler. » La fillette de gauche, la porte-parole du groupe, croisa ses bras fins sur sa poitrine dans un geste à la fois défensif et provocateur. « On voulait juste voir notre mère une dernière fois, c'était tout. Maintenant, on l'a vue. On lui a dit au revoir, on peut y aller maintenant. » « Non, attendez, s'il vous plaît. » Marcel chercha désespérément des mots qu'il n'utilisait pas souvent, un ton qu'il n'employait pas habituellement. « Dites-moi au moins vos noms, s'il vous plaît. » Il y eut une longue pause tendue, pleine d'hésitation. Les trois fillettes se regardèrent à nouveau, ayant cette conversation silencieuse que seules des sœurs très proches peuvent avoir. Puis, lentement, avec une réticence évidente, la première fillette répondit « Je m'appelle Hélène. Elle, c'est Alice. Et elle, c'est Laure. » Hélène, Alice, Laure. Trois beaux noms simples. Trois noms que Marcel n'avait jamais entendus auparavant, mais qui semblaient maintenant se graver, dans son esprit au fer rouge, brûlant profondément dans sa conscience nouvellement éveillée. Ses filles. Il avait trois filles, et ne le savait pas. Trois petites filles qui portaient son sang, ses yeux, ses traits, et il n'avait pas la moindre idée de leur existence dans le monde.
Vous êtes seul ?» La question sortit chargée d'une préoccupation sincère que Marcel ne savait pas qu'il était capable de ressentir. « Où est la personne qui s'occupe de vous? Une tante, une grand-mère, un responsable de la famille ?» Les filles ne répondirent pas. Elles restèrent simplement, là pendant quelques secondes éternelles, trempées et tremblantes, puis, comme si elles avaient pris une décision collective instantanée, elles se tournèrent toutes en même temps et commencèrent à marcher rapidement vers le fond du cimetière, où la végétation dense et sauvage commençait à engloutir les pierres tombales les plus anciennes, celles couvertes de mousse verte et à moitié enfoncées dans la terre après des décennies d'abandon total. « Attendez !» cria désespérément Marcel, sa voix résonnant fortement entre les pierres tombales et effrayant quelques oiseaux qui s'envolèrent d'un arbre voisin. « S'il vous plaît, ne partez pas. Nous devons parler. » Mais les filles ne s'arrêtèrent pas, ne ralentirent pas, ne regardèrent même pas une seule fois en arrière. Marcel se mit à courir après elles, ses chaussures coûteuses s'enfonçant dans la boue glissante, éclaboussant son pantalon de costume d'eau sale. Il s'en fichait complètement. Il contourna une grande croix de pierre renversée, sauta maladroitement par-dessus une tombe basse, repoussa des branches mouillées qui lui fouettaient le visage. Mais quand il arriva enfin dans la zone où il les avait vues pour la dernière fois, elles avaient tout simplement disparu, évanouies comme de la fumée entre les arbres denses, la végétation touffue et le brouillard qui commençait à se former avec le froid de l'après-midi. C'était comme si elles n'avaient jamais été là, comme si elles n'étaient que des fantômes, des apparitions créées par son esprit coupable. Marcel resta là, debout, pendant de longues minutes qui semblèrent des heures, de nouveau seul, entouré uniquement de vieilles pierres tombales et d'un silence pesant. La pluie tombait plus fort maintenant, trempant complètement son costume coûteux, coulant sur son visage, se mélangeant à quelque chose de chaud qu'il mit du temps à réaliser être des larmes. Son cerveau travaillait à plein régime, essayant d'assembler les pièces d'un puzzle impossible et douloureux. Béatrice enceinte, enceinte de triplé, 3 petites filles, il y a 7 ans, cachées de lui tout ce temps. Pourquoi? Comment avait-elle réussi à cacher une grossesse entière? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Pourquoi avait-elle choisi de tout traverser seule? Et surtout, où diable vivaient ses enfants maintenant que leur mère n'était plus là pour les protéger? Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste avec des mains qui tremblaient visiblement. L'appareil était mouillé, mais fonctionnait encore. Il composa le numéro du cabinet d'avocat qui s'occupait de toutes ses affaires personnelles et professionnelles. On lui répondit à la 2e sonnerie avec l'efficacité de ceux qui sont payés pour être toujours disponibles. « Monsieur Dubois », la voix professionnelle et neutre de Maître Ribaud résonna de l'autre côté de la ligne. « Ribaud, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi. C'est urgent, extrêmement urgent. » Marcel n'essaya même pas de cacher le désespoir dans sa voix. « Je veux savoir absolument tout sur Béatrice Fournier, au cours des 8 dernières années. Tout, où elle a vécu, avec qui elle a eu des relations, ses mouvements financiers, ses dossiers médicaux, ses dossiers hospitaliers, ses emplois, tout ce que vous pourrez trouver. Je veux chaque détail de sa vie pendant ces années. » Il y eut une pause de l'autre côté, pendant que l'avocat prenait probablement des notes. « Y a-t-il un problème spécifique que je devrais connaître, monsieur Dubois? Quelque chose qui pourrait m'aider à mieux orienter l'enquête ?» Marcel respira profondément, la pluie tombant toujours sur lui, son cœur battant toujours la chamade. « Découvrez tout, absolument tout, et je veux ces informations pour demain matin. Première heure. Monsieur, demain c'est dimanche. Il sera difficile d'avoir accès à de nombreux registres officiels. » « Ribaud », l'interrompit Marcel avec cette voix de commandement qu'il utilisait quand il n'acceptait aucune excuse. « Je vous paie, vous et votre cabinet, très bien, justement pour des moments comme celui-ci. Demain, première heure. »« Oui, monsieur. » Marcel raccrocha sans attendre d'autres réponses et regarda une fois de plus l'endroit où les filles avaient disparu dans la végétation dense. Il sentit quelque chose d'étrange et de puissant grandir dans sa poitrine, se propageant dans tout son corps. C'était peut-être la peur d'avoir perdu quelque chose d'irréparable. C'était peut-être une culpabilité écrasante d'avoir été si aveugle et absent. C'était peut-être simplement la constatation terrible, douloureuse, inéluctable, qu'il avait perdu 7 années entières de la vie de 3 enfants qui étaient ses filles. 7 ans de premiers mots qu'il n'avait jamais entendus, de premiers pas qu'il n'avait jamais vus,
de premiers jours d'école qu'il n'avait jamais accompagnés, de premiers rires qu'il n'avait jamais partagés, de premières peurs qu'il n'avait jamais apaisées. Tout perdu, tout gaspillé. Et pourquoi? Parce qu'il était trop occupé à construire un empire de béton et de verre tout en ignorant complètement les personnes de chair et de sang qui dépendèrent de lui, qui avaient besoin de lui, qui était sa véritable responsabilité. Il retourna lentement à sa voiture, chaque pas lourd comme s'il portait le monde sur ses épaules. La Mercedes noire étincelante attendait sur le parking comme toujours, fidèle et impassible. Didier, son chauffeur, lui ouvrit promptement la portière arrière en le voyant s'approcher complètement trempé et visiblement secoué. « Tout va bien, monsieur Marcel ?» L'inquiétude sincère dans la voix du chauffeur était évidente. Marcel ne répondit pas immédiatement. Il monta, dans la voiture, et s'enfonça dans le siège en cuir, sentant le contraste entre la chaleur intérieure du véhicule et son corps glacé par la pluie. Il ferma les yeux avec force et revit ses 3 paires d'yeux marrons, le regardant avec un mélange d'espoir, de peur, de colère et de désespoir. Des yeux exactement comme les siens. Il vit les vêtements complètement usés et sales, les cheveux emmêlés, les égratignures sur les bras maigres. Il vit la peur et le courage mêlés sur ces petits visages identiques qui étaient à la fois complètement étrangers et profondément, inexplicablement familiers. « Où allons-nous, monsieur Marcel ?»« À la maison, » murmura automatiquement Marcel, mais il savait qu'il ne pourrait pas simplement rentrer chez lui, s'asseoir dans son fauteuil coûteux, boire un whisky et oublier ce qui venait de se passer. Il savait, avec une certitude absolue et terrifiante, que ces 3 petites filles venaient d'ouvrir une blessure profonde dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Une blessure qui avait saigné en silence pendant 7 années entières et qui était maintenant complètement exposée, faisant mal d'une manière qu'aucun argent au monde ne pourrait soulager, qu'aucune affaire ne pourrait compenser, qu'aucun succès ne pourrait guérir. Le soleil n'était pas encore complètement levé quand Marcel entendit la sonnette retentir ponctuellement à 8 heures du matin ce dimanche. Il n'avait absolument pas dormi de la nuit, restant éveillé dans le fauteuil du salon, regardant fixement par la fenêtre panoramique la ville immense qui s'étendait devant lui comme un océan de lumières et d'ombres. Son esprit ne pouvait s'arrêter de tourner, tournant sans cesse autour de ces 3 petites filles trempées et effrayées qui avaient surgi d'entre les pierres tombales comme des fantômes du passé. Hélène, Alice et Laure. Les noms résonnaient dans sa tête comme un mantra incessant, impossible à ignorer ou à oublier. Il se leva rapidement du fauteuil, sentant ses muscles protester après une nuit entière dans la même position inconfortable, et se dirigea vers la porte. Il ouvrit et trouva Maître Ribaud, ponctuel comme toujours, portant sous le bras ce volumineux dossier marron qui semblait contenir les réponses à des questions que Marcel avait peur de poser. L'avocat avait des cernes profonds et une expression fatiguée, indiquant clairement qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus cette nuit-là, travaillant pour obtenir les informations demandées. « Entrez, je vous en prie. » Marcel lui fit place et le conduisit directement à son bureau privé, fermant soigneusement la porte derrière eux pour garantir une intimité absolue, même s'il était complètement seul dans cet immense et silencieux appartement. Ils s'assirent face à la grande table en acajou massif. Ribaud posa le dossier sur la surface polie et respira profondément avant de commencer à parler, comme s'il se préparait mentalement à révéler quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux. « Monsieur Dubois, j'ai travaillé toute la nuit avec une équipe complète d'enquêteurs privés que je connais depuis des années. Ce que nous avons réussi à découvrir sur Béatrice Fournier au cours des 8 dernières années est extrêmement troublant. Difficile à traiter, en fait. » L'avocat fit une pause significative. « Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter va complètement changer votre perspective sur tout. » Marcel hocha simplement la tête, incapable de parler, la gorge complètement nouée par l'anxiété croissante. Ses doigts serraient si fort les accoudoirs de son fauteuil que ses jointures devinrent blanches. Ribaud ouvrit soigneusement le dossier et commença à montrer des documents organisés, des photos délavées, des rapports détaillés. Il y a environ 8 ans, dans les derniers billes, mois de votre mariage, Béatrice a découvert qu'elle était enceinte. Pas d'un bébé, mais de triplés. 3 petites filles identiques. La voix de l'avocat était prudente, mesurée.
Elle a tenté de vous contacter à plusieurs reprises pour vous annoncer personnellement la grossesse. D'après les registres que nous avons pu obtenir, elle s'est rendue à votre bureau au moins 7 fois différentes sur une période de 3 mois. À chaque fois, elle a été bloquée par les agents de sécurité à l'entrée de l'immeuble qui avaient des ordres stricts de votre part de ne permettre aucune visite sans rendez-vous préalable. Marcel sentit son estomac se retourner violemment. 7 fois. Béatrice avait essayé 7 fois de l'atteindre et avait été empêchée par le système de sécurité qu'il avait lui-même mis en place pour s'isoler du monde extérieur. Ribaud continua implacablement, tournant les pages du rapport. En plus des tentatives en personne, nous avons identifié au moins 23 appels téléphoniques qu'elle a passés à votre bureau sur une période de 6 mois. Tous ont été interceptés et bloqués par votre secrétaire de l'époque, Madame Monique Olivier, qui suivait rigoureusement vos instructions de filtrer absolument tous les appels non directement liés aux affaires. Elle croyait faire du bon travail en protégeant votre temps précieux. 23 appels bloqués, 30 tentatives de contact au total, toutes infructueuses. Marcel sentit la bile lui monter à la gorge. Combien de ces appels avaient été désespérés? Combien de fois Béatrice avait-elle pleuré de l'autre côté de la ligne, implorant de lui parler, pour se voir poliment refusée par une secrétaire efficace qui obéissait aux ordres? L'avocat poursuivit, sa voix professionnelle mais avec des traces évidentes de compassion. Finalement, réalisant que vous ne la recevriez tout simplement pas, Béatrice a cherché de l'aide extérieure. Elle a trouvé refuge dans une institution d'aide sociale appelée le Foyer Renaissance, située dans la banlieue est de Paris. C'est un lieu qui accueille les femmes en situation d'extrême vulnérabilité, offrant un logement temporaire, une alimentation de base, un suivi psychologique et une préparation à l'accouchement. Béatrice a passé les 3 derniers mois et demi de sa grossesse à vivre là-bas, partageant une petite chambre avec 3 autres femmes dans une situation similaire. En échange du logement et de la nourriture, elle travaillait comme bénévole dans l'institution même, aidant à la cuisine, faisant le ménage, organisant les dons. Marcel ferma les yeux avec force, essayant de bloquer les images qui se formaient dans son esprit. Béatrice, enceinte de triplés, vivant dans un foyer pour femmes vulnérables, travaillant en échange de nourriture et d'un toit. Pendant ce temps, il dormait dans son luxueux appartement de 400 mètres carrés, dînait dans des restaurants chers, conduisait des voitures importées. La disparité était grotesque, obscène. « Continuez, s'il vous plaît », réussit à murmurer Marcel, sa voix sortant rauque. Ribaud tourna quelques pages de plus, révélant des copies de documents officiels. Les triplés sont nés le 17 octobre. Il y a exactement 7 ans et 7 mois. L'accouchement a eu lieu à l'hôpital municipal de la région, un hôpital public aux ressources limitées, mais avec une équipe dévouée. Ce furent des heures de travail difficiles car il y avait 3 bébés. Béatrice a tout traversé seule, sans personne de sa famille présente, seulement avec le soutien des bénévoles du Foyer Renaissance qui l'ont accompagnée. Les filles sont nées en bonne santé mais petites. Elles ont dû rester quelques jours en observation à l'unité de soins intensifs néonatales. Hélène, Alice et Laure Fournier, toutes enregistrées officiellement avec le seul nom de famille de la mère. Le champ destiné au nom du père sur les 3 certificats de naissance a été laissé complètement vide. Béatrice n'a pas voulu mettre votre nom sans votre autorisation explicite. Marcel ouvrit les yeux et vit que Ribaud lui montrait des copies des certificats de naissance. 3 documents officiels, le papier jauni par le temps, avec les noms écrits en écriture cursive, et cet espace vide, criant, où son nom aurait dû être. Où il aurait dû être écrit qu'il était le père de ses enfants, mais c'était vide. Vide comme sa vie, comme son cœur. Et après la naissance des filles, demanda Marcel, se forçant à écouter le reste de l'histoire douloureuse. Après la naissance, Béatrice a essayé d'élever les 3 filles seule. Ribaud soupira lourdement. Ce fut extrêmement difficile, comme vous pouvez l'imaginer. 3 bébés en même temps, sans aide, sans ressources financières adéquates. Elle a travaillé à pratiquement tout ce qu'elle pouvait trouver. Ménage dans des résidences et des bureaux, couture sur commande, vente de sucreries et de salés sur les marchés de quartier, travail comme vendeuse dans de petites boutiques. Tout ce qui payait un peu d'argent et permettait des horaires flexibles pour s'occuper des filles. Elles ont vécu à au moins 6 adresses différentes au cours de ces 7 années,
toujours dans des pensions bon marché et des chambres minuscules dans des quartiers éloignés du centre. Parfois, elle partageait une chambre avec d'autres familles. Les conditions étaient précaires, mais Béatrice faisait de son mieux avec les ressources limitées qu'elle avait. Marcel sentit des larmes lui brûler les yeux. Il imagina Béatrice se réveillant à l'aube pour préparer des salés qu'elle vendrait au marché, s'occupant de 3 bébés qui pleuraient en même temps, lavant les couches à la main parce qu'elle n'avait pas d'argent pour des jetables, cousant tard dans la nuit pour gagner quelques euros supplémentaires, toute seule. Tout cela pendant qu'il accumulait des millions sur des comptes bancaires qui ne lui apportaient jamais de véritable satisfaction. Les filles avaient-elles des besoins particuliers ? Demanda Marcel, se souvenant de quelque chose que l'avocat avait mentionné rapidement. Oui. Ribaud acquiesça gravement. Alice, celle du milieu, a développé un mutisme sélectif vers l'âge de 4 ans. C'est un trouble psychologique généralement causé par un traumatisme ou un stress extrême. L'enfant est physiquement capable de parler, mais devient littéralement incapable de prononcer des mots dans certaines situations ou en présence de certaines personnes. Alice ne peut parler qu'avec ses sœurs quand elles sont complètement seules. Avec n'importe qui d'autre, même avec sa propre mère à l'époque, elle devenait complètement muette. Béatrice a essayé d'obtenir un traitement psychologique adéquat pour elle, mais une thérapie spécialisée est extrêmement coûteuse. Elle n'a réussi à obtenir que 3 séances gratuites dans une clinique universitaire avant qu'elles ne perdent leur place par manque de disponibilité. Sans traitement continu, le mutisme d'Alice s'est consolidé et a progressivement empiré. Marcel se couvrit le visage de la main, sentant le poids écrasant de la culpabilité. Sa fille souffrait d'un problème psychologique grave qui aurait pu être traité si elle avait eu accès aux ressources adéquates. Des ressources qu'il avait en abondance, mais qui n'avaient jamais été mises à disposition parce qu'il ne savait même pas que ses enfants existaient. Et pourquoi ne le savait-il pas? Parce qu'il avait construit des murs si hauts autour de lui que la mère même des enfants n'avait pas pu les franchir pour lui dire la vérité. Que s'est-il passé il y a 6 mois? Demanda Marcel, se référant à la période mentionnée précédemment. Il y a environ 6 mois, la situation de Béatrice est devenue complètement insoutenable. Ribaud feuilleta d'autres documents. Elle a été licenciée de son travail de femme de ménage dans une copropriété parce qu'elle a dû s'absenter plusieurs fois pour s'occuper de Laure, qui avait une grave infection respiratoire. Sans ce salaire, elle n'a plus pu payer même la simple petite chambre qu'elle louait dans une pension du nord de la ville. Elle a été expulsée, avec 3 enfants et, sans endroit où vivre, elle n'a eu d'autre choix que de chercher de l'aide gouvernementale. C'est à ce moment-là qu'elle a placé temporairement les filles dans un foyer institutionnel appelé le Foyer L'Espoir, tout en essayant désespérément de trouver un nouvel emploi et de rassembler assez d'argent pour louer un autre endroit où elles pourraient vivre à nouveau ensemble. Marcel sentit son cœur se serrer douloureusement dans sa poitrine. Béatrice avait dû confier ses propres filles à un foyer. La douleur qu'elle avait dû ressentir en faisant cela était inimaginable. Les filles ne sont restées au foyer L'Espoir que 2 semaines, poursuivit Ribaud, sa voix devenant plus grave et inquiète. Mais cet endroit avait de sérieux problèmes structurels et administratifs. Il y a plusieurs plaintes officielles enregistrées auprès du procureur de la République concernant une négligence systématique, des conditions insalubres, un traitement inadéquat des enfants. Certains membres du personnel étaient verbalement abusifs, d'autres ignoraient simplement les besoins fondamentaux des enfants sous leur garde. Les filles, même à seulement 6 ans à l'époque, ont rapidement compris qu'elles n'étaient pas en sécurité là-bas. Une nuit, elles ont réussi à s'enfuir ensemble. Depuis lors, il y a exactement 5 mois et demi, Hélène, Alice et Laure sont officiellement portées disparues du système. Elles n'ont été retrouvées par aucun organisme officiel, ne sont pas retournées au foyer, n'ont été vues dans aucun autre foyer ou institution. Elles ont tout simplement complètement disparu. Mais je les ai vues hier, dit rapidement Marcel. Elles étaient au cimetière, vivantes, effrayées, sales, manifestement dans le besoin, mais vivantes. Oui, et c'est extraordinaire, convint Ribaud. La plupart des enfants qui disparaissent du système dans ces conditions ne survivent pas longtemps dans la rue. Le fait que les triplés aient réussi à rester en vie, et ensemble pendant près de 6 mois est remarquable. Elles doivent avoir développé un système de survie, vivant probablement cachées quelque part près du cimetière, comme vous l'avez vous-même remarqué,
Le cimetière offre des cachettes, des zones de végétation dense, il est proche de commerces où elles peuvent trouver de la nourriture. Et il a une signification émotionnelle pour elles, puisque c'est là que se trouve leur mère. « Et Béatrice ?» demanda Marcel. « Quand a-t-elle découvert que les filles s'étaient enfuies? Béatrice travaillait comme journalière quand elle a appris que ses filles avaient disparu du foyer. » Ribaud ouvrit une autre section du rapport. Elle est devenue complètement désespérée, comme n'importe quelle mère le serait. Elle a déposé une plainte, a cherché personnellement dans divers endroits, s'est rendue dans d'autres foyers, des hôpitaux, des commissariats. Elle a imprimé des affiches artisanales avec des photos des filles et les a collées dans toute la région. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait pour essayer de les retrouver, mais elle n'a pas réussi. Les filles étaient intelligentes et trop effrayées pour se montrer. 3 semaines après leur disparition, Béatrice rentrait tard le soir d'une autre recherche infructueuse quand elle a eu cet accident. Elle a été renversée en traversant une avenue très fréquentée. Elle est morte sur le coup, selon le rapport médical. Des témoins ont dit qu'elle semblait extrêmement distraite, perturbée, qu'elle n'avait pas fait attention au feu rouge. Marcel eut l'impression qu'on lui avait arraché l'air des poumons. Béatrice était morte en cherchant désespérément ses filles qui s'étaient enfuies d'un foyer abusif. Elle était morte seule, inquiète, sans jamais les avoir retrouvées, sans jamais savoir qu'elles étaient en vie. Et lui, le père des enfants, ne savait rien. Il n'était pas là pour aider, pour protéger, pour faire la moindre différence. « Il y a une dernière chose que je dois vous montrer », dit prudemment Ribaud, sortant une enveloppe jaunie du dossier. « Quand nous sommes allés au foyer Renaissance pour enquêter, l'une des bénévoles qui a connu Béatrice nous a remis ceci. Elle a dit que Béatrice l'avait laissé là, en demandant qu'on vous le remette s'il lui arrivait quelque chose. » Marcel prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle lui était adressée avec l'écriture délicate de Béatrice. Il l'ouvrit soigneusement et en sortit plusieurs feuilles de papier écrites à la main. C'était une lettre. Une longue lettre que Béatrice lui avait écrite. Il commença à lire et chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur. Marcel commençait la lettre. « Si tu lis ceci, cela signifie probablement qu'il m'est arrivé quelque chose et que tu as enfin découvert nos filles. Oui, nos filles. Hélène, Alice et Laure. 3 magnifiques et merveilleuses petites filles qui sont moitié toi et moitié moi. Elles ont tes yeux, ton sourire, ton entêtement. J'aurais tellement voulu que tu les connaisses, mais je n'ai jamais réussi à t'atteindre pour te le dire. J'ai essayé, Marcel. J'ai essayé tant de fois. Je suis allé à ton bureau à plusieurs reprises, mais tes gardes de sécurité ne me laissèrent pas monter. J'ai appelé d'innombrables fois, mais ta secrétaire disait toujours que tu étais trop occupé, en réunion importante, en voyage d'affaires. Je comprenais. J'ai toujours su que ton travail était ta priorité. Mais j'espérais quand même que, d'une manière ou d'une autre, tu réaliserais que j'avais quelque chose d'important à te dire, que tu insisterais pour savoir pourquoi j'essayais tant de te contacter. Mais cela n'est jamais arrivé. Finalement, j'ai compris que tu avais complètement tourné la page, que je n'étais qu'une partie d'un passé que tu préférais oublier. Alors j'ai décidé de tourner la page aussi, à ma manière. J'ai décidé d'élever nos filles seules, de leur donner tout l'amour que j'avais, même sans ressources financières adéquates. Et tu sais quoi? Elles sont incroyables. Elles sont fortes, intelligentes, courageuses. Hélène est la meneuse naturelle, protégeant toujours ses sœurs. Laure est la rêveuse, voyant toujours la beauté là où les autres ne voient que des difficultés. Et Alice, ma douce Alice, même sans pouvoir parler la plupart du temps, a un cœur énorme et une connexion spéciale avec ses sœurs. Je leur ai toujours parlé de toi. J'ai montré de vieilles photos de l'époque où nous étions heureux. J'ai raconté des histoires sur l'homme que tu étais avant de te perdre complètement dans le travail. L'homme que j'ai aimé, l'homme qui rêvait de construire non seulement des bâtiments, mais aussi une famille. Elles savent que tu es leur père, et malgré tout, elles veulent te connaître. Elles veulent savoir si tu es vraiment comme dans les histoires que j'ai racontées. Marcel, si tu lis ceci, s'il te plaît, prends soin d'elles. S'il te plaît, sois le père que j'ai toujours dit que tu pouvais être. Elles ont besoin de toi maintenant. Elles ont besoin de stabilité, de sécurité, d'amour. Elles ont besoin de quelqu'un pour les protéger de ce monde cruel. Je sais que tu as les moyens financiers de leur donner tout ce que je n'ai jamais pu leur donner, mais
plus important encore, tu as la capacité d'être un père présent, aimant, dévoué. J'ai vu cet homme en toi il y a de nombreuses années. Je sais qu'il existe encore quelque part sous toutes ces couches d'ambition et de froideur. S'il te plaît, Marcel, s'il te plaît, trouve nos filles. Aime-les comme je les ai aimées. Protège-les comme j'ai toujours essayé de les protéger. Donne-leur la vie qu'elles méritent. Et, si possible, dis-leur que leur mère les a aimées plus que tout au monde. Que chaque sacrifice que j'ai fait en valait la peine, parce qu'elles existent. Avec tout mon amour, Béatrice. Marcel termina de lire la lettre, les larmes coulant librement sur son visage. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber les feuilles. La douleur dans sa poitrine était physique, réelle, écrasante. Béatrice l'avait pardonné, même après tout. Même après qu'il l'ait ignoré, abandonné, laissé tout traverser seul. Elle croyait encore qu'il y avait de la bonté en lui. Elle avait encore confiance qu'il pouvait être un bon père. « Monsieur Dubois », appela doucement Ribaud. « Que voulez-vous faire » Marcel essuya brusquement ses larmes et regarda directement l'avocat. Sa voix, quand elle sortit, était différente. Elle n'avait plus cette froideur calculatrice habituelle. Elle avait de la détermination, de l'urgence, quelque chose de presque désespéré. « Je veux retrouver mes filles. Maintenant. Aujourd'hui. Engagez autant d'enquêteurs que nécessaire. Offrez une récompense généreuse à quiconque a des informations. Mettez des affiches dans toute la région. Contactez tous les foyers, les hôpitaux, les commissariats. Parlez aux sans-abri, aux commerçants, à quiconque aurait pu voir 3 petites filles identiques. Peu m'importe combien ça coûtera, peu m'importe ce qu'il faudra faire. Je veux retrouver mes filles. » Ribaud acquiesça, prenant des notes rapides. « Je vais tout mobiliser immédiatement. Mais, monsieur Dubois, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Les filles sont effrayées, traumatisées. Quand nous les trouverons, et je ferai tout pour que nous les trouvions rapidement, vous aurez besoin de patience. Vous devrez gagner leur confiance progressivement. Ce ne sera pas facile. »« Je sais, » répondit Marcel. « Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je vais réparer ça. D'une manière ou d'une autre, je vais réparer ça. » L'avocat se leva, ramassant le dossier. « Je commence tout de suite. Vous aurez de mes nouvelles bientôt. » Après le départ de Ribaud, Marcel resta seul dans son bureau, tenant la lettre de Béatrice. Il la relut plusieurs fois, mémorisant chaque mot, chaque virgule, chaque parcelle d'âme qu'elle avait mise sur ces pages. Elle croyait en lui. Après tout, elle croyait encore qu'il pouvait être un homme meilleur, un père meilleur, et il n'allait pas la décevoir. Pas encore. Pas cette fois. Marcel passa le reste du dimanche au bureau, passant des appels, coordonnant la recherche, organisant les ressources. Il appela des contacts dans divers secteurs, demandant de l'aide, des informations, tout ce qui pourrait accélérer le processus pour retrouver les filles. Certaines personnes furent surprises par le ton d'urgence dans sa voix, si différent de sa froideur habituelle. Mais personne ne posa de questions. Ils aidèrent simplement. Dans l'après-midi, des équipes d'enquêteurs travaillaient déjà dans la région du cimetière. Des affiches avec les photos des triplés étaient en cours d'impression et de distribution. La récompense offerte était suffisamment généreuse pour attirer l'attention. Marcel suivait tout de près, donnant des instructions, faisant des ajustements, s'assurant que rien n'était négligé. Quand la nuit tomba sur Paris, Marcel s'autorisa enfin à s'asseoir et à respirer profondément. Il regarda par la fenêtre la ville illuminée et pensa aux 3 petites filles quelque part là-dehors, seules, affamées, effrayées. Il pensa à Hélène protégeant ses sœurs, à Laure essayant de trouver de la beauté dans cette situation terrible, à Alice incapable de demander de l'aide même si elle le voulait, parce que les mots ne sortaient tout simplement pas. « Je viens vous chercher », murmura-t-il à la ville sombre. « Je n'abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai pas comme j'ai abandonné votre mère. C'est une promesse. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Marcel Dubois sentit quelque chose bouger en lui. Il sentit un but qui allait au-delà des profits et des contrats. Il sentit l'urgence de protéger, de prendre soin, d'aimer. Il se sentit enfin commencer à redevenir humain. Le téléphone sonna soudainement, le tirant de ses pensées. C'était Ribaud. « Monsieur Dubois, nous avons une piste. Un gardien du cimetière a dit qu'il voit souvent 3 petites filles identiques.
Elles apparaissent généralement au crépuscule, près de l'ancien secteur du cimetière. Il a essayé de les aborder quelques fois, mais elles s'enfuyaient toujours avant qu'il ne puisse s'approcher. Je crois que nous pouvons monter une opération prudente pour les retrouver demain. Marcel sentit son cœur s'accélérer. J'y serai, personnellement. Je ne veux pas qu'elles soient effrayées par des étrangers. Je vais aller les chercher. Monsieur Dubois, il serait peut-être préférable de laisser les professionnels. Non, interrompit fermement Marcel. Ce sont mes filles. Je vais aller les chercher. Envoyez-moi l'endroit et l'heure exacte. Il y eut une pause, puis un soupir résigné. Très bien. Demain à 17h, à l'entrée de l'ancien secteur, j'aurai une équipe de soutien à proximité, mais à une distance de sécurité. Vous ferez la première approche. Marcel raccrocha et regarda à nouveau la ville. Demain, il reverrait les filles. Demain, il commencerait à réparer les erreurs de 7 années entières. Demain, il commencerait à être le père que Béatrice croyait qu'il pouvait être. Il serra la lettre contre sa poitrine et ferma les yeux, sentant le poids énorme de la responsabilité qu'il portait maintenant. « Je te le promets, Béatrice, je te promets que je prendrai soin d'elles, je les aimerai, je les protégerai, je serai le père que tu as toujours voulu que je sois. » Pendant cette longue nuit, Marcel ne réussit pas à dormir à nouveau. Il faisait les 100 pas dans son bureau, pensant à chaque détail. Comment allait-il aborder les filles sans les effrayer? Qu'allait-il dire? Comment allait-il les convaincre qu'il était sûr de lui faire confiance alors qu'elle n'avait aucune raison de faire confiance à un adulte? Il se souvint de ce qu'il avait vu au cimetière. Les vêtements usés mais relativement propres, les égratignures sur les bras, la faim évidente dans les yeux, mais aussi la dignité, la force, l'union entre les trois. Elles étaient intelligentes, prudentes, méfiantes. Il faudrait beaucoup de patience pour briser les barrières protectrices qu'elles avaient construites. Marcel ouvrit son ordinateur portable et fit des recherches sur le mutisme sélectif, essayant de mieux comprendre la condition d'Alice. Il lut des articles médicaux, des témoignages de parents, des conseils de psychologues spécialisés. Il découvrit qu'un traitement adéquat pouvait faire une énorme différence. Il prit des notes sur les cliniques spécialisées, sur les meilleurs professionnels du domaine à Paris. Alice recevrait le meilleur traitement possible. Il pensa aussi à l'école. Les filles n'étaient probablement pas allées à l'école depuis des mois. Elles auraient besoin de cours de soutien, d'un accompagnement pédagogique, de temps pour s'adapter. Il faisait déjà mentalement une liste d'écoles privées de qualité, des endroits où elles recevraient une attention individualisée. Et la maison. L'appartement actuel n'était pas adapté pour 3 enfants. Il était grand mais froid, impersonnel, plein de meubles chers et fragiles. Il faudrait transformer cet espace ou chercher une nouvelle maison. Une vraie maison, avec un jardin pour qu'elles puissent jouer, avec des chambres colorées et confortables. Une maison qui soit un vrai foyer. Quand le soleil commença enfin à se lever, Marcel était épuisé mais étrangement plein d'énergie. Il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait un but maintenant. Il avait 3 petites filles qui avaient besoin de lui, qui étaient sa responsabilité et son avenir. Il prit une longue douche, essayant de détendre ses muscles tendus. Il enfila des vêtements décontractés et confortables, rien à voir avec le costume formel. Il voulait paraître accessible, non intimidant. Il voulait ressembler à un père, pas à un homme d'affaires froid. Dans l'après-midi, quand l'horloge marqua 4h30, Marcel était déjà en route pour le cimetière. Son cœur battait la chamade. Il conduisait personnellement, sans chauffeur, voulant avoir ce moment pour lui seul. Il arriva au cimetière à 17h pile. Il se gara près de l'entrée de l'ancien secteur. Il pouvait voir à distance 2 voitures discrètes où se trouvait l'équipe de soutien de Ribaud, mais il gardait une distance respectueuse. Ce moment était le sien. Marcel sortit de la voiture et marcha lentement vers l'ancien secteur. L'après-midi était clair et doux. Le cimetière était relativement vide et silencieux, seulement le son des oiseaux qui chantaient et le vent qui faisait bruisser les feuilles. Il arriva à la zone indiquée et s'arrêta, regardant autour de lui. Il y avait de vieilles pierres tombales inclinées, une zone de végétation plus dense. Si l'on était un enfant effrayé cherchant une cachette, ce serait l'endroit parfait, proche de la civilisation pour trouver de là
Nourriture mais cachée pour se sentir en sécurité. Et puis il les vit. D'abord une petite silhouette entre les arbres, puis une autre, puis la troisième. Les trois étaient là, l'observant à distance, prête à fuir, mais aussi clairement curieuse. Marcel s'arrêta là où il était sans s'approcher. Il leva une main dans un geste pacifique. Il attendit. Il les laissa prendre la décision. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis Hélène, la meneuse naturelle, fit un pas en avant. Juste un pas, mais c'était un début. Laure suivit, et Alice resta entre les deux, tenant les mains de ses sœurs. « Vous êtes revenus, » dit Hélène, sa voix portant la méfiance mais aussi un espoir prudent. « Je suis revenu, » confirma Marcel d'une voix douce, « et je ne partirai pas cette fois, pas avant que nous ayons parlé correctement. »« Pourquoi devrait-on vous faire confiance ?» demanda Hélène en croisant les bras. « Vous n'avez jamais été là avant. Pourquoi maintenant ?» La question était dure, honnête, douloureuse. Marcel respira profondément. « Parce que je ne savais pas que vous existiez. Votre mère a essayé de me le dire plusieurs fois, mais j'étais tellement enfermé dans mon propre monde que je ne l'ai pas laissé m'approcher. C'est ma faute, entièrement ma faute. Mais maintenant je sais, maintenant je veux faire les choses différemment. Je veux être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Hélène étudia son visage pendant un long moment, cherchant des signes de mensonge. Marcel la laissa regarder, ne détourna pas les yeux. « Maman parlait de vous, » dit soudainement Laure d'une voix douce. Elle disait que vous étiez un homme bon qui s'était perdu dans le travail. Elle disait qu'un jour vous redeviendriez celui que vous étiez avant. Marcel sentit des larmes lui brûler les yeux, mais se força à ne pas les laisser couler. « Je veux essayer. Je veux essayer d'être cet homme. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je veux essayer. Pour vous, pour elle, pour moi-même. » Alice, qui était au milieu, lâcha soudain une de ses mains et fit 2 pas en avant. Ses yeux étudiaient Marcel avec intensité. Puis, lentement, elle leva une petite main et le désigna, puis elle-même, puis ses sœurs. Vous, nous, famille. Marcel acquiesça, sentant une énorme boule dans sa gorge. Oui, famille, si vous me laissez faire, si vous me donnez une chance. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Demanda Hélène. Vous allez nous mettre dans un autre foyer? Vous allez nous séparer? Jamais. Je ne vous séparerai jamais. Je ne vous mettrai jamais dans un foyer. Je veux que vous veniez vivre avec moi. Je veux vous donner une vraie maison, une chambre rien qu'à vous, de la nourriture tous les jours, de nouveaux vêtements, une bonne école, tout ce dont vous aurez besoin. Laure regarda Hélène, ayant cette conversation silencieuse. Hélène regarda Alice, qui regardait toujours fixement Marcel. Alors Alice fit quelque chose de surprenant. Elle acquiesça. Juste un petit mouvement, mais c'était un oui. Un oui pour donner une chance. Hélène soupira, clairement pas encore complètement convaincue, mais disposée à suivre le jugement d'Alice. « D'accord, on vient avec vous. Mais si ça ne nous plaît pas, si on ne se sent pas en sécurité, on s'en va. Et vous n'essaierez pas de nous en empêcher. Je ne le ferai pas. Si vous voulez partir, vous pourrez partir, mais j'espère que vous ne le voudrez pas. J'espère que vous me donnerez le temps de prouver que je suis digne de confiance. » Les trois se regardèrent une fois de plus. Puis, ensemble, elles firent quelques pas de plus dans sa direction, gardant toujours une distance de sécurité, mais se rapprochant, essayant. Marcel sentit son cœur se remplir de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. « On y va ?» demanda-t-il gentiment, indiquant la voiture. « Je vous emmène à la maison, notre maison, où vous aurez une chambre rien qu'à vous, un lit chaud, un bain chaud, de la vraie nourriture. Et demain, on commencera à construire notre vie ensemble, un jour à la fois. » Les filles hésitèrent un instant de plus, puis Hélène acquiesça. Elles marchèrent ensemble dans sa direction, toujours main dans la main. Marcel se mit à marcher à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, n'essayant pas de les toucher, marchant simplement ensemble, à leur rythme. Quand ils arrivèrent à la voiture, les filles regardèrent avec méfiance le véhicule de luxe. « C'est sûr, et je vais conduire doucement. Vous vous assiérez à l'arrière, ensemble, avec la ceinture, d'accord ?» Hélène acquiesça prudemment et ouvrit la portière. Les trois entrèrent ensemble, se serrant sur la banquette. Marcel les aida avec les ceintures, les doigts tremblants mais prudents.
Quand elles furent enfin toutes en sécurité, il passa au siège du conducteur et démarra la voiture. Il regarda dans le rétroviseur et vit les 3 petites filles regardant par la fenêtre avec des yeux écarquillés, voyant le monde défiler. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas sentie en sécurité? « On rentre à la maison, dit-il doucement. On rentre à la maison et on recommence à zéro, tous ensemble. » Le trajet jusqu'à l'appartement fut silencieux, mais pas inconfortable. Marcel conduisait lentement dans les rues animées de Paris, observant dans le rétroviseur les 3 petites filles qui regardaient, fascinées par la fenêtre. C'était comme si elles voyaient la ville pour la première fois, ou peut-être la voyaient pour la première fois de l'intérieur d'une voiture sûre, sans avoir à se cacher ou à fuir. Hélène gardait une expression sérieuse et vigilante, clairement encore méfiante malgré son accord. Laure avait les yeux écarquillés d'admiration, observant les hauts bâtiments, les lumières, les gens sur les trottoirs. Et Alice, entre les deux, tenait les mains de ses sœurs tout en regardant tout, avec cette intensité silencieuse qui semblait voir bien plus qu'elle ne le montrait. Quand ils arrivèrent enfin à l'immeuble de l'avenue des Champs-Élysées, les filles furent encore plus impressionnées. Le portier ouvrit la portière de la voiture avec sa révérence habituelle, mais Marcel remarqua le regard de surprise qu'il lança aux 3 enfants identiques sur la banquette arrière. Il ne dit rien, naturellement, se contentant de saluer d'un signe de tête respectueux. « Bienvenue, mesdemoiselles », dit gentiment le portier, et Marcel remarqua Hélène se raidir légèrement, comme si elle n'avait pas l'habitude d'être traitée avec respect par des adultes inconnus. Elles entrèrent dans le hall de marbre et de miroirs, et Marcel vit les filles regarder autour d'elle avec un mélange d'admiration et de malaise. Tout y était trop grand, trop brillant, trop cher. Elles semblaient petites et déplacées dans cet environnement luxueux, et Marcel sentit une pointe de culpabilité. Cela ne ressemblait pas à un foyer. Cela ressemblait exactement à ce que c'était, un monument froid à la richesse matérielle. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au dernier étage. Les filles se serraient dans un coin, observant les chiffres changer sur l'écran numérique. Quand les portes s'ouvrirent directement sur l'appartement, elles hésitèrent avant de sortir. « C'est ici », dit doucement Marcel. « C'est notre maison maintenant. » Elles entrèrent lentement, regardant autour d'elles avec des yeux écarquillés. L'appartement était immense, avec une très grande hauteur sous plafond, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, des meubles modernes au design sophistiqué, des œuvres d'art sur les murs. Tout était impeccable, organisé, sans vie. « C'est très grand », murmura Laure, la première à parler depuis qu'elles étaient montées en voiture. « Oui », acquiesça Marcel, regardant autour de lui, comme s'il voyait l'endroit pour la première fois. « Trop grand pour une seule personne. Mais maintenant nous sommes 4. Ce sera moins vide. » Hélène lâcha les mains de ses sœurs et se promena lentement dans le salon, touchant prudemment les meubles comme si elle avait peur de les casser. Laure la suivit, s'arrêtant devant l'immense fenêtre pour regarder la ville en contrebas. Alice resta près de Marcel, l'observant en silence avec ses yeux profonds et attentifs. « Vous devez avoir faim, » dit Marcel, réalisant soudain qu'il ne savait pas quand les filles avaient mangé pour la dernière fois. « Que diriez-vous que je prépare quelque chose ?» Hélène se tourna rapidement, la méfiance revenant dans ses yeux. « Vous savez cuisiner ?» Marcel hésita. En vérité, il ne savait pas. Madame Cécile préparait toujours ses repas, ou il mangeait à l'extérieur, ou il commandait des plats à emporter. Quand avait-il vraiment cuisiné quelque chose pour la dernière fois? « Je peux essayer, » dit-il honnêtement. « Ou je peux commander à manger. Une pizza, peut-être? Des sandwichs? Qu'est-ce que vous aimez ?» Les 3 fillettes se regardèrent. Ce fut Laure qui répondit, sa voix basse et presque honteuse. « Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de pizza. »« Alors ce sera pizza, » décida Marcel en prenant son téléphone. Pendant qu'ils attendèrent la nourriture, Marcel leur montra le reste de l'appartement. Il y avait 3 chambres d'amis vides qui n'étaient jamais utilisées, chacune avec sa propre salle de bain. Il emmena les filles dans la plus grande. « Vous pouvez rester ici pour l'instant. Demain, on ira faire les courses. On achètera de nouveaux lits, des vêtements, des jouets, tout ce que vous voudrez. Vous pourrez décorer comme vous le souhaitez. » Les 3 entrèrent prudemment dans la chambre. C'était un grand espace avec un lit king-size, un fauteuil de lecture, un bureau en bois noble, le tout dans des tons neutres de beige et de blanc. Élégant, cher,
mais complètement sans personnalité. « On peut vraiment toucher aux choses ?» demanda Hélène, regardant avec méfiance le lit impeccable avec ses draps blancs immaculés. « Vous pouvez toucher à tout. C'est votre chambre maintenant. C'est votre maison. » Laure courut à la fenêtre qui donnait sur l'arrière de l'immeuble et montrait le bois de Boulogne au loin. « Regarde, Hélène, on peut voir le parc. » Hélène s'approcha également de la fenêtre et un instant son expression dure s'adoucit légèrement. Même Alice s'approcha, regardant dehors avec intérêt. « Je peux vous y emmener demain si vous voulez, » proposa Marcel. « On peut passer tout l'après-midi au parc. » La sonnette retentit, indiquant que la pizza était arrivée. Marcel alla la chercher et quand il revint, il trouva les 3 filles toujours dans la chambre, maintenant assises ensemble sur le lit immense, chuchotant entre elles. Elles s'arrêtèrent de parler quand il entra, reprenant cette posture défensive. « La nourriture est arrivée, on va manger ?» Ils allèrent dans la cuisine, un espace moderne et équipé que Marcel utilisait rarement. Il posa la boîte de pizza sur le comptoir, en marbre, et prit des assiettes. Les filles grimpèrent avec précaution sur les hauts tabourets, semblant toujours déplacées dans cet environnement luxueux. Marcel ouvrit la boîte et vit les yeux des filles s'écarquiller. C'était une grande pizza à la mozzarella, fumante et odorante. Il servit des parts à chacune, et elles commencèrent à manger lentement d'abord, puis plus rapidement, comme si elles ne pouvaient pas croire qu'elles avaient la permission de manger à leur faim. « Vous pouvez en reprendre autant que vous voulez », dit gentiment Marcel, et il sentit son cœur se serrer en réalisant à quel point elle semblait surprise par l'idée de nourriture en abondance. Pendant le repas, il essaya d'engager une conversation légère, leur demandant ce qu'elles aimaient, leurs jeux préférés, les films qu'elles avaient vus. Les réponses étaient courtes, prudentes, surtout de la part d'Hélène. Laure était un peu plus ouverte, racontant qu'elle aimait dessiner et inventer des histoires. Alice mangeait simplement en silence, mais Marcel remarqua qu'elle prêtait attention à chaque mot, à chaque geste. Après avoir mangé, Marcel leur montra la salle de bain de leur chambre. « Vous pouvez prendre un bain si vous voulez. Il y a des serviettes propres, du shampoing, du savon, de l'eau chaude à volonté, et j'ai quelques grands t-shirts qui peuvent servir de pyjama pour ce soir. Demain, on achètera vos propres vêtements. » Les filles regardèrent la salle de bain spacieuse, avec sa grande baignoire et sa douche vitrée, comme si c'était un palais. Marcel réalisa que cela faisait probablement longtemps qu'elle n'avait pas pris un bon bain chaud. « Je vous laisse tranquille. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je serai dans le salon. » Il sortit et ferma la porte de la chambre, leur laissant leur intimité. Il resta dans le salon, écoutant les sons étouffés de l'eau qui coule, des rires occasionnels et bas, des voix chuchotées. C'était étrange d'entendre des bruits de vie dans cet appartement toujours si silencieux. Étrange mais agréable. Très agréable. Quand les filles sortirent enfin de la chambre près d'1 heure plus tard, elles étaient propres, les cheveux mouillés et portaient ces t-shirts comme des robes qui leur arrivaient aux genoux. Elles semblaient plus petites, plus jeunes, plus vulnérables sans la saleté qui les protégeait comme une armure. « Mieux ?» demanda Marcel. Hélène hocha brièvement la tête. Laure sourit, un petit sourire mais sincère. Alice le regarda simplement, avec ses yeux immenses. « Le lit est assez grand pour vous 3 ? Ou vous préférez que j'improvise 2 autres lits ? » « On dort toujours ensemble, » dit rapidement Hélène sur la défensive. « On ne se sépare pas. »« Alors vous pouvez dormir ensemble. Il n'y a aucun problème. » Il les aida à s'installer, dans le lit immense, ajoutant plus d'oreillers pour qu'elles soient à l'aise. Les 3 se blottirent au centre, leurs petits corps unis comme toujours, comme si elles ne savaient pas exister séparément. « Si vous avez besoin de quelque chose pendant la nuit, ma chambre est là, dans le couloir. La porte reste ouverte. Vous pouvez m'appeler, d'accord ?» Hélène acquiesça, mais il y avait de la tension dans ses épaules. Marcel réalisa qu'elle n'était pas détendue, qu'elle ne le serait probablement pas de sitôt. Elle était en mode protection, surveillant, attendant le danger que son expérience lui avait appris à toujours attendre. « Bonne nuit, les filles. Dormez bien. Vous êtes en sécurité ici. » Il éteignit la lumière et sortit, ne laissant qu'une faible lumière du couloir pour qu'elle ne soit pas dans le noir complet. Il retourna dans sa propre chambre mais ne put dormir. Il resta éveillé à penser aux 3 petites filles dans la chambre d'à côté. Ces filles. C'était encore difficile à croire. 7 ans de leur vie qu'il avait complètement manqué.
7 ans qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais il pouvait au moins essayer de faire en sorte que les prochaines années en valent la peine. Pendant la nuit, il entendit des bruits venant de leur chambre, des pas légers, des chuchotements. Il se leva silencieusement et alla vérifier, trouvant la porte entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil prudent et vit les 3 filles réveillées, assises sur le lit, parlant à voix basse. « Vous croyez qu'il va vraiment nous laisser rester ?» C'était la voix de Laure, inquiète. « Je ne sais pas, » répondit Hélène. « Je ne lui fais pas encore entièrement confiance, mais jusqu'à présent il n'a rien fait de mal. Maman disait qu'il était bon, » insista Laure. Elle disait qu'il était juste perdu. Marcel sentit des larmes lui brûler les yeux. Béatrice avait maintenu une image positive de lui pour les filles, même après tout, même quand il ne le méritait pas. Alice fit un petit bruit, et Hélène répondit comme si elle comprenait parfaitement. « Je sais que tu l'aimes bien, Alice, mais on doit être prudente. On a déjà fait confiance à des adultes avant, et ça s'est mal terminé. »« Mais c'est notre père, » argumenta Laure. « Maman a dit qu'il viendrait nous chercher un jour. Alors attendons de voir, » décida Hélène. « Donnons-lui une chance. Mais si quelque chose devient bizarre, on s'en va. D'accord ?»« D'accord, » acquiesça Laure. Marcel retourna silencieusement dans sa chambre, le cœur lourd. Elles avaient tout à fait le droit de se méfier. Il allait devoir prouver sa valeur chaque jour. Il allait devoir gagner leur confiance pas à pas, avec patience et dévouement. Le lendemain matin, il se réveilla tôt et alla à la cuisine, déterminé à préparer le petit déjeuner. Il ne savait pas beaucoup cuisiner, mais il pouvait faire des œufs brouillés et des toasts. Il essaya de se souvenir si Madame Cécile avait laissé du jus dans le réfrigérateur. Il trouva une bouteille de jus d'orange et des verres propres. Il était concentré sur les œufs quand il entendit des pas légers. Il se retourna et vit Alice debout à l'entrée de la cuisine, l'observant en silence. Elle portait encore son grand t-shirt comme une robe, et ses cheveux sombres tombaient librement sur ses épaules. « Bonjour, Alice, » dit gentiment Marcel. « Tu as bien dormi ?» Elle ne répondit pas verbalement, bien sûr, mais hocha légèrement la tête. Elle s'approcha lentement, observant ce qu'il faisait. « J'essaie de faire le petit déjeuner. Des œufs brouillés. Tu aimes ça ?» Alice réfléchit un instant, puis acquiesça à nouveau. Marcel sourit. « Super. Tu peux m'aider? Tu peux mettre les toasts sur la table ?» Alice hésita, puis prit soigneusement l'assiette de toast qu'il lui indiqua et l'apporta à la table de la cuisine. Marcel continua de brouiller les œufs, sentant sa présence silencieuse près de lui, observant chacun de ses mouvements. Quand Hélène et Laure apparurent quelques minutes plus tard, portant également les grands t-shirts, elles trouvèrent la table mise avec des œufs, des toasts, du jus et même quelques fruits que Marcel avait découverts dans le réfrigérateur. « Bonjour », salua-t-il. « J'espère que vous aimez les œufs brouillés. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné, alors ce n'est peut-être pas parfait. » Les filles s'assirent prudemment et commencèrent à manger. Marcel remarqua qu'elles mangeaient avec appétit, mais aussi avec une certaine délicatesse, comme si elles ne voulaient pas paraître désespérées ou mal élevées. « Aujourd'hui, on va faire les courses, » annonça Marcel. « Des vêtements, des chaussures, des choses pour votre chambre, et peut-être quelques jouets aussi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. »« On peut vraiment ?» demanda Laure, les yeux brillants. « Vous pouvez, tout ce que vous voulez. » Hélène fronça les sourcils. « Pourquoi faites-vous tout ça ?»« Parce que je suis votre père, » répondit simplement Marcel. « Et c'est ma responsabilité de prendre soin de vous. Ça aurait dû l'être depuis le début, mais ça ne l'a pas été. Maintenant, je veux rattraper le temps perdu, si vous me le permettez. » Hélène l'étudia longuement puis se remit à manger sans rien dire. Mais Marcel remarqua qu'elle semblait légèrement moins tendue. Après le petit déjeuner, elles remirent leurs vêtements sales de la veille, les seuls qu'elles avaient. Marcel se promit que le premier arrêt serait un magasin de vêtements. Ils descendirent ensemble, et Marcel remarqua les regards curieux de certains voisins dans l'ascenseur. 3 petites filles identiques, ça attirait l'attention. Il allait devoir s'y habituer. Ils se rendirent dans un centre commercial voisin. Marcel allait rarement dans les centres commerciaux, en voyant généralement quelqu'un acheter ce dont il avait besoin, mais maintenant, il voulait que les filles choisissent leurs propres affaires. Ils entrèrent dans un grand magasin de vêtements pour enfants, et les filles s'arrêtèrent à l'entrée, regardant autour d'elles avec des yeux écarquillés. « Vous pouvez choisir », encouragea Marcel.
Ce qui vous plaît. Laure fut la première à s'aventurer, touchant timidement une robe bleu clair avec des fleurs brodées. Hélène observait tout avec attention, toujours méfiante, mais aussi clairement tentée par les jolis vêtements. Alice tenait la main de Marcel, ce qui le surprit et l'émut profondément. Une vendeuse s'approcha avec un sourire professionnel. « Je peux vous aider ?»« Oui. J'ai besoin de tout pour elle. Vêtements, chaussures, pyjamas, manteaux, tout de neuf. » La vendeuse regarda les filles et son sourire s'adoucit, devenant plus sincère. « Quelle merveille! Des triplés ?»« Oui, mes filles. » C'était la première fois que Marcel prononçait ces mots à voix haute à un étranger. « Mes filles. » Et il sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine en les disant. La vendeuse fut extrêmement serviable, aidant les filles à choisir des vêtements, à essayer des tailles, à assortir les pièces. Laure choisit des couleurs vives, des robes à fleurs, des ballerines avec des nœuds. Hélène fut plus pratique, préférant des pantalons et des t-shirts confortables dans des tons neutres. Alice pointait du doigt les choses qu'elle aimait, et Marcel ou la vendeuse interprétèrent ses gestes, choisissant pour elle. 2 heures plus tard, ils sortirent du magasin avec d'innombrables sacs. Les filles portaient des vêtements neufs, enfin habillées correctement, avec des baskets neuves aux pieds et des vestes légères sur les épaules. Elles semblaient différentes, plus confiantes, plus dignes. « Maintenant, on va acheter des choses pour la chambre, » dit Marcel. « Des jouets, des livres, ce que vous voulez. » Ils allèrent dans un immense magasin de jouets. Laure fut fascinée par la section des poupées et du matériel d'art. Hélène gravita vers les jeux et les puzzles. Alice trouva une section de peluches et prit un grand ours en peluche marron, le serrant contre sa poitrine. « Tu peux le prendre, » dit gentiment Marcel. « Tu peux prendre tous ceux que tu veux. » Alice le regarda avec ses yeux immenses, et pour la première fois, Marcel y vit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle prit 2 autres peluches, une pour chaque sœur, et les leur donna. Un geste de partage, d'union. Quand ils rentrèrent enfin à la maison en fin d'après-midi, la voiture était pleine de sacs et de boîtes. Les filles semblaient épuisées, mais aussi plus détendues que Marcel ne les avait jamais vues. Même Hélène avait un léger sourire aux lèvres en tenant ses nouvelles acquisitions. De retour à l'appartement, Marcel les aida à tout organiser dans la chambre. Pendant qu'ils rangeaient les nouveaux vêtements dans les tiroirs vides, étalait les jouets et les livres, la chambre commença à prendre vie. Ce n'était plus seulement un espace vide et impersonnel, c'était une chambre de fille de 7 ans, avec des couleurs et de la personnalité. Le soir, après un dîner simple que Marcel commanda dans un restaurant, les filles prirent à nouveau un bain et enfilèrent les nouveaux pyjamas qu'elles avaient choisis. Quand Marcel alla leur dire bonne nuit, il les trouva déjà couchés, mais encore éveillés. « Je peux m'asseoir un peu » demanda-t-il. Hélène hésita, puis acquiesça. Marcel s'assit prudemment sur le bord du lit. « Je veux que vous sachiez que je suis très heureux que vous soyez ici. Je sais que c'est étrange, je sais que vous ne me faites pas encore entièrement confiance, et c'est normal. Je vais vous prouver que je mérite votre confiance. Chaque jour, j'essaierai d'être un meilleur père. »« On t'a manqué ?» demanda soudainement Laure d'une petite voix. « Quand tu ne savais pas qu'on existait. » Marcel réfléchit à la question honnête. Comment y répondre sans mentir mais sans les blesser? Je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma vie, dit-il prudemment. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait un vide que l'argent et le travail ne comblaient jamais. Maintenant, je sais ce que c'était. Vous, ma famille. Maman disait que la famille, c'est pour toujours, murmura Laure. Et elle avait raison. La famille, c'est pour toujours. Et vous êtes ma famille maintenant. Pour toujours. Même si on fait des bêtises, demanda Hélène, le testant. Même si vous faites des bêtises, même si vous vous disputez, même si vous êtes en colère contre moi, vous serez toujours mes filles, et je vous aimerai. Alice bougea dans le lit et, étonnamment, tendit sa petite main vers Marcel. Il la prit doucement, sentant les doigts fins et fragiles entre les siens. Elle serra légèrement et Marcel sentit des larmes lui brûler les yeux. « Bonne nuit, les filles. Reposez-vous. Demain, on va au parc, comme promis. » Il sortit de la chambre, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il était loin d'avoir entièrement gagné leur confiance, mais il y avait des progrès. De petits pas dans la bonne direction, et il continuerait à faire ses pas, chaque jour,
jusqu'à ce qu'elles croient enfin qu'elles étaient à la maison, qu'elles étaient en sécurité, qu'elles avaient un père qui les aimait inconditionnellement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'il avait découvert l'existence des filles, Marcel réussit à dormir, et il ne rêva pas de chiffres et de contrats, mais de 3 petites filles riant dans un parc, courant libres et heureuses, sachant qu'elles avaient un foyer où retourner, sachant qu'elles avaient un père qui ne les abandonnerait plus jamais. Le lendemain matin, un samedi ensoleillé, Marcel se réveilla au son de bruit venant de la cuisine. Il se leva rapidement, inquiet, et trouva les 3 filles déjà réveillées, essayant de préparer leur propre petit déjeuner. Hélène était sur un tabouret, essayant d'atteindre les verres. Dans le placard du haut, Laure avait pris du pain dans la corbeille, et Alice tenait la bouteille de jus avec précaution. « Bonjour », dit Marcel de la porte, et les 3 se retournèrent, effrayées, comme si elles avaient été surprises en train de faire quelque chose de mal. « Pas besoin d'avoir peur, je voulais juste savoir si je pouvais aider. » « On ne voulait pas déranger, » dit rapidement Hélène en descendant du tabouret. « On se débrouille toujours toute seule. »« Je sais, mais maintenant vous n'avez plus besoin de vous débrouiller toute seule. Vous avez quelqu'un pour vous aider. Et si on préparait le petit déjeuner ensemble ?» Ce fut une matinée différente de toutes celles que Marcel avait connues. Il apprit aux filles à faire des crêpes, même si la première tentative fut complètement brûlée, et qu'elles rirent du résultat désastreux. La deuxième tentative fut meilleure, et la troisième presque parfaite. Ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine avec de la confiture, du miel et des fruits, et Marcel réalisa que cette simplicité valait plus que tous les repas coûteux dans des restaurants sophistiqués qu'il avait jamais eus. Après le petit déjeuner, ils allèrent au bois de Boulogne comme ils l'avaient promis. C'était une belle journée avec un ciel bleu et une température agréable. Les filles furent émerveillées par l'immensité du parc, les lacs, les arbres, les gens à vélo et en rollers. Marcel leur loua des vélos, avec des petites roues car cela faisait longtemps qu'elles n'en avaient pas fait, et il les regarda pédaler prudemment sur les allées pavées. Laure était la plus audacieuse, criant de joie, en pédalant de plus en plus vite. Hélène gardait un contrôle prudent, mais un sourire sincère illuminait son visage. Alice pédalait lentement, s'arrêtant souvent pour observer les oiseaux, les fleurs, les gens. Et Marcel marchait à côté d'elle, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié le nom. Le bonheur. Un bonheur simple et sincère. Ils s'arrêtèrent pour manger une glace près d'un des lacs. Les filles choisirent des parfums différents et partagèrent entre elles, goûtant un peu de chaque. Marcel prit des photos avec son téléphone, voulant capturer ce moment, cette joie innocente sur leur visage. « Mamie nous emmenait dans un parc quand on était petite », dit soudainement Laure en léchant sa glace à la fraise, avant qu'elle ne tombe malade. Marcel réalisa qu'il savait très peu de choses sur la famille de Béatrice. Il ne s'y était jamais vraiment intéressé, n'avait jamais posé de questions. « Vous étiez proche de votre grand-mère » Laure acquiesça, mais ce fut Hélène qui répondit. Elle s'occupait de nous quand maman travaillait, mais elle est tombée malade et elle est partie quand on avait 4 ans. Après ça, il n'y avait plus que maman pour s'occuper de nous. Marcel sentit une autre couche de culpabilité s'ajouter au poids qu'il portait. Déjà, Béatrice avait perdu sa mère, sa principale aide, et avait quand même essayé d'élever 3 enfants seuls. Et lui, il ne savait même pas qu'elles existaient. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour aider votre mère à cette époque. Je suis désolé que vous ayez traversé tout ça toute seule. Maman disait toujours qu'un jour tout irait bien, dit Laure d'une voix rêveuse, qu'un jour tu apparaîtrais et que nous serions une vraie famille. Et maintenant, nous le sommes, dit Marcel en regardant les 3 petites filles. Je sais que j'apprends encore à être père. Je sais que je vais faire des erreurs, mais je serai là, tous les jours. Je ne disparaîtrai pas. Hélène le regarda avec ses yeux perspicaces qui semblaient voir à travers toutes ses défenses. « Tu le promets ?»« Je le promets. Sur la mémoire de votre mère, je le promets. » Ils passèrent tout l'après-midi au parc. Ils jouèrent au ballon, donnèrent à manger aux canards sur le lac, s'assirent dans l'herbe pour se reposer. Marcel leur apprit des choses sur les arbres, les oiseaux, des choses simples qu'il avait lui-même oubliées qu'il savait, et elles écoutaient attentivement, posant des questions, riant, étant des enfants pour la première fois depuis longtemps.
Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés et rosés, ils rentrèrent à la maison, fatigués mais heureux. Les filles étaient visiblement plus détendues, plus à l'aise avec Marcel. Même Hélène semblait moins sur ses gardes. De retour à l'appartement, Marcel prépara un dîner simple, rien de sophistiqué. Juste des pâtes à la sauce tomate qu'il réussit à faire en suivant les instructions d'une vidéo sur son téléphone. Ce n'était pas parfait, mais les filles mangèrent avec appétit et en reprirent même. Après le dîner, pendant que les filles jouaient dans le salon avec leurs nouveaux jouets, Marcel reçut un appel de Ribaud. « Monsieur Dubois, je dois vous informer de quelques questions juridiques. Pour officialiser la garde des filles, nous aurons besoin de documents, de preuves de paternité, d'une approbation judiciaire. C'est un processus qui peut prendre quelques semaines ou mois. »« Faites le nécessaire, » répondit Marcel. « Je veux que tout soit légal, tout documenté. Je veux les adopter officiellement si nécessaire. Je veux que mon nom soit sur leur certificat de naissance en tant que père. Je lancerai les procédures lundi. Je dois aussi vous avertir qu'il y aura probablement une visite d'assistante sociale pour évaluer les conditions de logement et votre capacité à vous occuper des filles. Qu'elles viennent quand elles veulent. C'est leur maison maintenant. Et je prouverai que je peux m'occuper d'elles correctement. » Après avoir raccroché, Marcel pensa à la question de l'école. Les filles devaient retourner étudier, mais il valait peut-être mieux attendre un peu, les laisser s'adapter d'abord. Il décida de faire des recherches sur des écoles spécialisées, des endroits qui pourraient accorder une attention particulière à leur situation, notamment au mutisme d'Alice. Ce soir-là, à l'heure du coucher, les filles étaient déjà plus à l'aise avec la routine. Elles prirent leur bain, enfilèrent leurs pyjamas, se brossèrent les dents. Marcel les aida à s'installer au lit, leur lut une histoire pour enfants qu'il avait achetée pendant les courses et resta assis là jusqu'à ce que leurs yeux commencent à se fermer. « Papa ?» La voix de Laure était somnolente. Marcel sentit son cœur faire un bond. C'était la première fois que l'une d'elles l'appelait ainsi. « Oui, Laure ? Tu seras là quand on se réveillera ? » « Je serai là, je serai toujours là. Tu le promets vraiment ? » ?»« Je le promets. Vous pouvez dormir tranquille. » Alice, presque endormie, tendit sa petite main et Marcel la prit doucement. Hélène observait tout en silence, toujours vigilante, toujours pas complètement convaincue, mais moins tendue qu'avant. Marcel resta là, tenant la main d'Alice, jusqu'à ce qu'il soit sûr que les trois dormaient profondément. Puis avec précaution pour ne pas les réveiller, il se leva et quitta la chambre. Dans le couloir, il s'adossa au mur et laissa les larmes couler librement. Des larmes de regret pour le temps perdu, des larmes de gratitude pour cette seconde chance, des larmes d'amour pour ces trois petites filles qui étaient entrées si soudainement dans sa vie et avaient déjà tout changé. Il avait été un homme vide, concentré uniquement sur l'argent et le succès, incapable de ressentir vraiment. Mais maintenant, en quelques jours seulement, ces trois petites filles avaient brisé toutes les barrières qu'il avait construites autour de son cœur. Elles lui avaient montré ce qui comptait vraiment. Elles lui avaient donné un but qui allait au-delà des contrats et des profits. Marcel se rendit à son bureau et reprit la lettre de Béatrice. Il relut chaque mot, chaque supplique, chaque expression d'amour, et il lui fit une promesse silencieuse, où qu'elle soit. « Je prendrai soin d'elles, Béatrice. Je les aimerai comme tu les as aimées. Je les protégerai, les éduquerai, serai présent à chaque moment important de leur vie. Je serai le père que tu croyais que je pouvais être. J'honorerai ta mémoire en étant le meilleur père possible, je te le promets, de tout mon cœur. » Il rangea soigneusement la lettre et retourna au salon. Il s'assit près de la fenêtre, regardant la ville illuminée en contrebas. Tant de gens, tant de vies, tant d'histoires. Et il était là, un homme qui pensait tout savoir, qui pensait que le succès se mesurait en argent et en pouvoir, apprenant qu'il avait complètement tort. Le vrai succès, réalisa-t-il, c'était d'avoir trois petites filles dormant en sécurité dans une chambre à côté, confiantes qu'il serait là à leur réveil. C'était d'entendre des rires sincères remplir cet appartement auparavant si silencieux. C'était de sentir de petites mains tenir la sienne avec une confiance croissante. C'était d'être appelé papa et de sentir que ce titre valait plus que tous les titres professionnels qu'il avait jamais conquis. Marcel resta éveillé quelques heures de plus, planifiant l'avenir. Il pensa à engager une nutritionniste pour s'assurer que les filles mangeaient correctement.
Il pensa à des bilans de santé complets pour elles toutes, en particulier pour Alice et sa condition. Il pensa à des activités extrascolaires, des cours de natation peut-être, ou de ballet si elles aimaient, ou d'arts martiaux pour l'autodéfense. Il pensa à des voyages, à leur montrer le monde, à créer des souvenirs heureux, qui remplaceraient les souvenirs douloureux qu'elles portaient. Mais par-dessus tout, il pensa à être simplement présent. À être là tous les jours, le matin et le soir, dans les bons moments comme dans les difficiles. À être la constante qu'elle n'avait jamais eue, la sécurité qu'elle méritait, l'amour inconditionnel dont tout enfant a besoin. Quand il se coucha enfin, il était plus de minuit. Mais avant de dormir, il se dirigea silencieusement vers la chambre des filles et jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Les trois dormaient profondément, blottis les unes contre les autres comme toujours, leurs petits corps détendus dans le sommeil, leurs visages paisibles éclairés par la faible lumière du couloir. Hélène avait un bras protecteur sur Laure. Laure serrait l'ours en peluche qu'Alice lui avait donné, et Alice, entre les deux, avait un petit sourire aux lèvres, comme si elle faisait un beau rêve pour la première fois depuis longtemps. Marcel les observa pendant de longues minutes, mémorisant cette scène, la gardant dans son cœur comme un trésor précieux. Ces filles, ces trois filles, qui avaient survécu à tant de choses, qui étaient si fortes et courageuses, qui méritait tout le bien que le monde pouvait offrir, et il allait passer le reste de sa vie à s'assurer qu'elles le reçoivent. « Bonne nuit, mes filles », murmura-t-il doucement pour ne pas les réveiller. « Papa vous aime, et vous aimera toujours, pour toujours. » Il ferma soigneusement la porte et retourna dans sa chambre. Il s'allongea et, pour la deuxième nuit consécutive, dormit profondément, sans les cauchemars habituels, sans l'insomnie chronique. Il dormit en paix, sachant qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir. Il avait trouvé son but, sa rédemption, sa famille, et pour la première fois, depuis des décennies, Marcel Dubois se réveillerait le lendemain non pas en pensant au travail ou à l'argent, mais en pensant à trois petites filles qui avaient besoin de crêpes pour le petit déjeuner, qui avaient besoin de câlins et d'histoires, qui avaient besoin d'un père. Et il était plus que prêt à être exactement cela. 3 mois s'étaient écoulés depuis que les filles étaient entrées dans la vie de Marcel, et tout avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. L'appartement, autrefois silencieux et froid, était désormais constamment rempli de vie, de rires spontanés, de petites disputes typiques entre sœurs à propos de jouets ou du choix du film du soir, de dessins colorés et créatifs fièrement accrochés au réfrigérateur, de petites chaussures éparpillées à l'entrée, de livres pour enfants empilés sur le canapé du salon, de chaussettes perdues cachées sous les coussins. C'était un désordre organisé, chaotique mais affectueux, et absolument parfait aux yeux de Marcel. Marcel avait transformé non seulement la maison physique, mais surtout lui-même, de manière profonde et irréversible. Il avait considérablement réduit ses heures de travail à l'entreprise, allant jusqu'à déléguer davantage de responsabilités à des cadres de confiance, refusant des projets ambitieux qui auraient exigé de longs voyages à l'étranger ou des week-ends de travail. Sa priorité était désormais limpide et incontestable, ses 3 filles. Il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner avec elles, même si les crêpes étaient de travers, les emmenait personnellement à l'école chaque matin, les aidait patiemment avec leurs devoirs l'après-midi même quand ils ne comprenaient pas complètement la matière, dînait avec elles tous les soirs sans exception, leur lisait des histoires avant de dormir avec des voix amusantes qui les faisaient rire. Il était vraiment devenu le père que Béatrice avait toujours cru qu'il pouvait être, l'homme qu'elle avait vu en lui de nombreuses années auparavant, avant qu'il ne se perde complètement dans le travail. Les filles aussi avaient radicalement changé. Elles étaient visiblement en meilleure santé, avec des joues naturellement roses et des corps moins dangereusement maigres, prenant un poids approprié pour leur âge. Elles portaient de beaux vêtements toujours propres, avaient de longs cheveux bien entretenus que Marcel avait appris à coiffer et à tresser, et souriaient de plus en plus souvent. Hélène, bien que toujours naturellement la protectrice du groupe par tempérament, avait considérablement baissé sa garde. Elle faisait maintenant vraiment confiance à Marcel, acceptait son aide sans résistance, et lui demandait même occasionnellement des conseils sur des problèmes à l'école ou avec ses amis. Laure s'épanouissait complètement dans un environnement sûr, sa nature rêveuse et créative trouvant enfin un espace pour s'exprimer librement.
Elle dessinait constamment avec des crayons de couleur et de la peinture, racontait des histoires élaborées et fantastiques et remplissait la maison de son imagination vibrante et contagieuse. Et Alice, sa douce et silencieuse Alice qui portait tant de traumatismes, avait commencé à faire des progrès vraiment remarquables qui émouvaient tout le monde. Marcel avait engagé, sans regarder à la dépense, la meilleure psychologue pour enfants de Paris, le docteur Martine Sorel, une spécialiste renommée du mutisme sélectif et des traumatismes infantiles. 2 fois par semaine sans faute, Alice avait des séances de thérapie soigneusement planifiées. Elle ne parlait toujours pas confortablement avec des étrangers ou dans des lieux publics, mais à la maison, en présence sécurisante de Marcel et de ses sœurs, elle avait commencé à prononcer des mots occasionnels. De petits murmures hésitants d'abord, puis des phrases courtes mais complètes. Chaque mot prononcé était une victoire émouvante, célébrée par toute la famille, un petit miracle extrêmement significatif. Ce jeudi matin-là, cependant, une tension palpable régnait dans la maison. C'était le jour tant attendu et en même temps redouté de l'audience finale pour déterminer officiellement la garde définitive des filles. Marcel avait passé des mois entiers à rassembler méticuleusement les documents nécessaires, à faire des tests de paternité dans des laboratoires certifiés qui confirmaient officiellement ce que tout le monde savait déjà dans son cœur, et à recevoir de multiples visites d'assistantes sociales rigoureuses qui avaient soigneusement évalué les conditions de vie et sa capacité parentale. Tout s'était extrêmement bien passé jusqu'à présent. Les rapports étaient positifs, mais il était néanmoins véritablement nerveux. Et si quelque chose d'inattendu tournait mal au dernier moment, et si quelqu'un remettait formellement en question sa capacité à être père, et s'ils essayaient de lui enlever les filles pour une quelconque technicité juridique, les filles aussi étaient visiblement anxieuses. Elles avaient soigneusement enfilé les jolies robes que Marcel avait achetées spécialement pour l'occasion, 3 robes identiques d'un bleu marine élégant avec de délicats détails blancs, parfaitement assorties à de nouvelles ballerines blanches. Hélène arrangeait nerveusement ses cheveux à plusieurs reprises sans raison. Laure n'arrêtait pas de poser des questions anxieuses sur ce qui allait se passer, et Alice serrait la main de Marcel avec une force inhabituelle, alors qu'il se dirigeait vers le palais de justice. Maître Ribaud les retrouva ponctuellement à l'entrée imposante du bâtiment, l'expression professionnelle, mais avec un sourire sincèrement réconfortant qui tentait de transmettre la confiance. « Tout ira bien, monsieur Dubois. La documentation est absolument parfaite. Tous les papiers sont en ordre. Les rapports des assistantes sociales sont extrêmement positifs et élogieux, et les tests de paternité sont concluants sans aucune marge de doute. Il n'y a aucune raison légale de s'inquiéter excessivement. » Mais Marcel ne parvenait pas à se calmer complètement, sentant son cœur battre la chamade. Pas tant que ce ne serait pas absolument officiel et documenté, pas tant que son nom ne serait pas formellement gravé sur les actes de naissance des filles, comme leur père légitime, pas tant que personne ne pourrait plus le contester légalement. Ils entrèrent dans la salle d'audience, un espace formel, mais délibérément non intimidant. La juge, Madame la juge Ferland, était une femme expérimentée d'âge mûr avec une expression naturellement douce, mais aussi ferme et professionnelle. Elle salua tout le monde poliment et leur demanda de s'asseoir. « Bonjour à tous. Ceci est l'audience officielle pour déterminer la garde définitive et permanente des mineurs Hélène, Alice et Laure Fournier, actuellement sous la garde provisoire de Monsieur Marcel Dubois. » La juge ajusta ses lunettes et examina attentivement les papiers devant elle. « J'ai analysé soigneusement toute la documentation présentée au cours de ces mois. Les tests de paternité confirment sans équivoque que Monsieur Marcel Dubois est le père biologique des 3 filles. Les rapports détaillés des assistantes sociales sont extrêmement positifs quant aux conditions de vie et aux soins parentaux. Les filles sont dûment inscrites dans une école privée de qualité, reçoivent un suivi médical régulier et un soutien psychologique spécialisé. » Elle regarda directement Marcel par-dessus ses lunettes. « Monsieur Dubois, souhaitez-vous faire une déclaration avant que je ne prenne ma décision finale ?» Marcel se leva, les jambes légèrement tremblantes, essayant de contrôler le tremblement perceptible dans sa voix. « Madame la juge, je sais parfaitement que j'ai commis des erreurs graves et impardonnables par le passé. Je n'ai pas été présent quand j'aurais absolument dû l'être. Je n'ai apporté aucun soutien,
ni financier ni émotionnel, à la mère des filles quand elle en avait le plus désespérément besoin. J'ai vécu des années entières sans avoir la moindre idée que j'avais 3 filles dans le monde qui avaient besoin de moi. J'en ai profondément honte, et c'est quelque chose avec lequel je devrais vivre et que je regretterai pour le reste de ma vie. Il respira profondément, maîtrisant son émotion. Mais depuis le moment où j'ai découvert leur existence, depuis que je les ai rencontrées pour la première fois dans ce cimetière, ma vie a changé complètement et irréversiblement. Ces 3 filles extraordinaires m'ont appris ce qui compte vraiment dans la vie. Elles m'ont montré le vrai sens de la famille, de l'amour inconditionnel, de la véritable responsabilité. Elles ont fait de moi un homme immensément meilleur que je ne l'étais, et je promets solennellement, devant cette cour et devant la mémoire sacrée de leur mère, que je consacrerai le reste de ma vie à être le meilleur père possible. Je les protégerai, les éduquerai avec de bonnes valeurs, les aimerai inconditionnellement. Je serai présent à chaque moment important de leur vie, dans les joies comme dans les peines. Je ne les abandonnerai plus jamais. La juge hocha la tête, visiblement impressionnée par la sincérité évidente de ses paroles. Puis elle regarda gentiment les 3 petites filles assises côte à côte. « Et vous, les filles, souhaitez-vous dire quelque chose? Vous n'y êtes absolument pas obligées, mais si vous le voulez et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez parler librement. » Les 3 se regardèrent avec leur communication silencieuse habituelle. Hélène, comme toujours la plus courageuse, fut la première à se lever. Sa voix sortit étonnamment ferme et claire. Au début, quand on l'a connue, on ne lui faisait pas du tout confiance. On avait très peur. On avait déjà fait confiance à des adultes avant et on a été très blessés. Mais il a été incroyablement patient avec nous. Il n'a pas abandonné, même quand on était difficiles et méfiantes. Il a appris à faire des crêpes horribles juste pour nous faire rire le matin. Elle sourit légèrement à ce souvenir. Il nous lit des histoires différentes tous les soirs, même quand il est fatigué. Il aide avec les devoirs, même quand il ne comprend pas bien. Il va à toutes les réunions de l'école, nous emmène au parc le dimanche, fait des grimaces quand on est triste. Elle regarda Marcel avec une affection sincère brillant dans ses yeux. Avant, on était juste 3 filles toutes seules, effrayées, sans personne au monde. Maintenant, on a un père, un vrai père qui s'en soucie, et on veut rester avec lui. Pour toujours. La juge hocha de nouveau la tête, visiblement touchée. Elle regarda Laure, qui se leva timidement, jouant nerveusement avec le bas de sa robe. Maman disait toujours qu'il était un homme très bon qui s'était perdu dans son travail, commença Laure de sa voix rêveuse. Elle disait qu'un jour il nous trouverait, et que nous serions enfin une vraie famille. Et maman avait raison. Il nous a trouvés. Et maintenant, nous sommes une famille. Elle regarda Marcel, les yeux brillants de larmes contenues. Il n'est pas parfait, bien sûr. Parfois, il brûle le dîner ou il ne sait pas bien faire les tresses. Mais il essaie. Il fait des efforts tous les jours. Et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Qu'il soit là, qu'il se soucie de nous, qu'il nous aime. Un silence ému régnait dans la salle. La juge essuya discrètement ses propres yeux humides avant de regarder Alice, qui restait assise en silence. « Et toi, Alice, voudrais-tu dire quelque chose ?» Alice regarda d'abord Marcel, puis ses sœurs, puis la juge. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle reste silencieuse. Mais à la surprise générale, y compris de ses propres sœurs, elle se leva lentement. Ses petites mains tremblaient, son visage était pâle, mais il y avait une détermination inébranlable dans ses yeux marrons identiques à ceux de son père. Elle ouvrit la bouche, et pour la première fois depuis des années en présence d'un étranger, Alice parla. Sa voix était basse, tremblante, mais suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. Il me fait me sentir en sécurité. Avant, j'avais peur de tout. Peur des adultes, peur de parler, peur de faire confiance. Mais il est différent. Il est toujours patient avec moi. Il ne me force jamais à parler. Il attend que je sois prête. Elle respira profondément, luttant contre des années de traumatisme. Quand je fais des cauchemars, il reste assis sur mon lit et me tient la main jusqu'à ce que je me rendorme. Quand j'ai peur, il me prend la main et me dit que tout va bien. Quand je n'arrive pas à parler, il comprend quand même ce que je veux dire. Des larmes sincères commencèrent à couler sur son petit visage. Je veux rester avec lui pour toujours. Je veux qu'il soit mon vrai papa. S'il vous plaît, laissez-le.
Marcel ne put plus se retenir. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'il regardait Alice, sa petite et courageuse Alice, qui avait surmonté des années de traumatisme pour parler à ce moment crucial. Il se leva et ouvrit les bras et les trois filles coururent simultanément vers lui, l'étreignant avec force pendant qu'ils pleuraient tous ensemble. La juge ne put cacher sa propre émotion. Elle essuya ses larmes et frappa doucement le marteau. C'est décidé. Sur la base de tous les documents présentés, des rapports positifs des assistantes sociales et surtout des témoignages émouvants des filles elles-mêmes, j'accorde la garde définitive et irrévocable d'Hélène, Alice et Laure Fournier à Monsieur Marcel Dubois. Elle sourit sincèrement à travers ses larmes. De plus, j'autorise la modification des actes de naissance pour inclure officiellement le nom du père. Désormais, les filles seront officiellement Hélène Fournier-Dubois, Alice Fournier-Dubois et Laure Fournier-Dubois. Félicitations, Monsieur Dubois. Félicitations, les filles. Vous êtes officiellement une famille. Le soulagement et la joie qui inondèrent Marcel à ce moment étaient indescriptibles. Il s'agenouilla sur le sol de la salle d'audience, serrant ses trois filles dans ses bras, pleurant ouvertement, sans se soucier des apparences. Rien d'autre n'importait. Ces filles étaient officiellement, légalement, irrévocablement les siennes. Ils sortirent du palais de justice sous le soleil radieux d'un matin de printemps. Maître Ribaud les félicita chaleureusement et s'éclipsa, leur laissant leur intimité. Marcel regarda les trois filles, ses propres yeux encore humides. « Où voulez-vous aller pour fêter ça? Vous pouvez choisir n'importe quel endroit. » Les filles se regardèrent, et ce fut Hélène qui répondit, avec une douceur rare dans sa voix. « On peut aller voir maman d'abord, pour lui annoncer la nouvelle ?» Marcel sentit son cœur se serrer, mais acquiesça immédiatement. « Bien sûr. Allons lui dire. » Ils se rendirent au cimetière du Père-Lachaise, là où tout avait commencé des mois plus tôt. Ils marchèrent ensemble jusqu'au caveau de la famille Fournier, et Marcel resta légèrement en retrait pendant que les filles s'approchèrent de la pierre tombale. « Salut, maman, » commença doucement Hélène. « On est venu te dire une bonne nouvelle. On a un père maintenant. Un vrai. Le juge a dit qu'il peut rester avec nous pour toujours. »« Et il est très gentil, maman, » ajouta Laure émue. « Il prend très bien soin de nous. Tu avais raison sur lui. » Alice, encore bouleversée d'avoir parlé, murmura si bas que Marcel l'entendit à peine. « Tu peux reposer en paix maintenant, maman. On va bien. On est en sécurité. On a une famille. » Marcel s'approcha et posa la main sur la pierre froide. Il ferma les yeux et parla silencieusement à Béatrice, sachant d'une manière ou d'une autre qu'elle l'entendait. « Merci, Béatrice. Merci pour ces trois filles merveilleuses. Merci d'avoir cru en moi. Je te promets d'honorer ta mémoire chaque jour en étant le meilleur père possible pour nos filles. Elles grandiront en sachant combien tu les as aimées. » Ils restèrent là quelques minutes en silence. Puis Hélène regarda Marcel avec un petit sourire. « Je crois que maman serait très heureuse de savoir qu'on est enfin tous ensemble. » Marcel sourit à travers ses larmes. « J'en suis absolument certain. Où qu'elle soit, elle est heureuse et en paix. » Ils quittèrent le cimetière main dans la main, les quatre ensemble, une famille unie par des circonstances impossibles, mais renforcée par un amour sincère. Dans la voiture, Laure rompit le silence. « Papa ?» Elle hésitait encore un peu en utilisant le mot, mais cela devenait de plus en plus naturel. « On peut avoir un chien ?» Marcel rit, surpris. « Un chien ? On en a toujours voulu un, mais on ne pouvait pas, » expliqua Hélène. « Mais maintenant, on a une vraie maison. Il y aurait de la place, non ?» Marcel réfléchit un instant. Un chien serait plus de responsabilité, plus de désordre. Mais quand il vit les visages pleins d'espoir des trois filles dans le rétroviseur, il sut qu'il ne pouvait pas refuser. « D'accord, on peut adopter un chien, mais vous devrez aider à vous en occuper. »« On le promet !» s'exclama Laure, et même Alice sourit largement de joie. Le week-end suivant, ils se rendirent dans un refuge pour animaux. Ce fut Alice qui trouva l'élu, un bâtard de taille moyenne, au pelage doré et aux yeux incroyablement tristes, qui semblait avoir une histoire aussi douloureuse que la leur. Il était recroquevillé dans un coin, effrayé et méfiant. « Celui-ci, » dit Alice, décidée. « Mais il a l'air d'avoir très peur, » observa Laure. « C'est pour ça qu'on doit le choisir, » répondit fermement Alice,
et Marcel comprit parfaitement. Elle voyait en ce chien un reflet d'elle-même, quelqu'un qui avait été blessé mais qui méritait une seconde chance d'être heureux. Ils ramenèrent le chien à la maison et les filles le baptisèrent en Soleil, car selon l'explication poétique de Laure, il apporterait encore plus de lumière dans leur vie. Soleil était extrêmement timide au début, se cachant sous les meubles, mais avec une patience infinie et de l'affection, tout comme pour les filles, il commença progressivement à faire confiance. Il se mit à remuer la queue, à manger dans leurs mains, à dormir au pied de leur lit. Les mois qui suivirent furent remplis d'ajustements et de croissance pour tous. Marcel apprit à faire des tresses, à comprendre les conversations de filles de 7 ans, découvrit que souvent elles avaient juste besoin d'un câlin. Les filles s'épanouissaient. Hélène rejoignit l'équipe de football de l'école. Laure développa son talent artistique, ses peintures recouvrant les murs de sa chambre, et Alice, avec une thérapie continue, parlait de plus en plus. Marcel aussi avait changé. L'homme froid et obsédé par le travail n'existait plus. Il riait davantage, ressentait plus intensément. Il découvrit qu'un après-midi au parc avec ses filles valait plus que n'importe quelle affaire d'1 million d'euros. 1 an exactement après ce jour fatidique au cimetière, Marcel organisa une grande fête. Ce n'était l'anniversaire de personne. C'était juste une célébration de leur famille, du fait d'être ensemble. Il invita Madame Cécile, Maître Ribaud, les professeurs des filles, la psychologue d'Alice. L'appartement était rempli de décorations, de musique et de rires. Les filles couraient partout avec Soleil. Le soir, quand tout le monde fut parti, Marcel rassembla les filles dans le salon. Il leur offrit 3 boîtes emballées. À l'intérieur, des albums photos. Marcel avait patiemment rassemblé toutes les photos qu'il avait pu trouver de Béatrice. Des photos d'elle jeune, enceinte, avec les filles à nouveau-nées, souriant courageusement malgré les difficultés. « Je veux que vous n'oubliez jamais votre mère, » dit Marcel, la voix brisée par l'émotion. « Je veux que vous sachiez à quel point elle vous aimait. Elle était une femme extraordinaire et forte, et vous devez être très fiers d'elle. » Les filles feuilletèrent les albums, les larmes aux yeux. « On ne l'oubliera jamais, » promit Hélène. « Et je veillerai à ce que vous ne l'oubliez pas, » dit fermement Marcel. « Nous honorerons sa mémoire en vivant du mieux possible, en étant heureux, en étant une famille unie. » Alice se leva et serra Marcel dans ses bras. Puis elle murmura à son oreille « Merci de nous avoir sauvés, papa. » Marcel sentit son cœur déborder. « C'est vous qui m'avez vraiment sauvé. J'étais perdu, vide, seul. Vous m'avez donné un but, un amour véritable, une raison de vivre. C'est moi qui devrais vous remercier éternellement. » Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Marcel sortit sur le balcon et regarda la ville illuminée. Il pensa à tout ce qui s'était passé au cours de cette année transformatrice. La vie lui avait donné une seconde chance qu'il ne méritait pas. Béatrice, même dans son départ tragique, lui avait fait le plus grand des cadeaux, et il n'allait pas gâcher cette chance. Il regarda le ciel étoilé et murmura une fois de plus avec son cœur « Merci Béatrice, pour tout, pour elle, pour m'avoir donné cette chance. Je te promets que je ne te décevrai pas. Je serai le père que nos filles méritent. Je te le promets, chaque jour pour le reste de ma vie. » Et cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, Marcel Dubois était enfin en paix. Il n'était plus un homme vide courant après un succès vide. Il était un père, un protecteur, un guide. Et c'était plus que suffisant. C'était